Cette soirée rencontre un franc succès. Pour nous, c'est important. L'interventionnel, c'est une longue histoire au sein d'Elsan et d'IMASUD. Cette soirée, elle est organisée en partenariat justement avec les radiologues d'IMASUD et les cliniques Elsan. Au sein de l'histoire de la radiologie interventionnelle, on a eu quelques étapes importantes, comme l'autorisation d'un scanner qui est spécialisé radiologie interventionnelle en 2019. Depuis, cette activité ne fait qu'augmenter au sein du scan, mais au sein des blocs et puis au sein des structures radiologiques. Aujourd'hui, si je parle juste des cliniques Elsan, c'est plus de 2600 actes par an, tout confondu. Donc ça va de l'infiltration à des radiofréquences avec tout un panel d'examens au milieu dont les médecins parleront beaucoup mieux que moi. Monsieur Vaillant, si vous voulez dire un petit mot. Bonsoir, je suis directeur de territoire pour le groupe Elsan qui va de Monaco jusqu'à Marseille. Donc j'en profite pour ajouter des remerciements à l'équipe de Bouchard où on a un centre de la douleur qui est labellisé. C'est bien d'arriver à vous connecter. Nous, on essaie d'organiser ces rencontres entre professionnels pour que vous puissiez travailler ensemble le plus possible. Et j'ai envie de remercier aussi IMASUD parce que ça fait pas mal de temps qu'on est conscient que l'imagerie interventionnelle va se développer, va prendre de plus en plus d'importance. Là, ce soir, il y a un prisme particulier qui est la douleur, mais je crois que l'imagerie interventionnelle, c'est beaucoup plus large que ça. On essaie de s'organiser sur nos établissements, là, en particulier sur Toulon, on a le Cap d'Or, Saint-Michel, Les Fleurs. Ces 3 établissements travaillent ensemble et on veut que les différentes techniques soient accessibles partout. Donc la chance que l'on a, c'est qu'avec la clinique des Fleurs, on a le plateau technique, la réanimation, qui fait que, et si je ne me permettrai pas de m'avancer sur le domaine médical, ça bouge aussi au niveau de la réglementation. Il va y avoir des autorisations. Et il faudra avoir un certain plateau technique pour être en capacité de faire les actes les plus poussés. Donc quand dans le privé, on est capable de faire un maximum de choses raisonnablement parce qu'on a les compétences et le plateau technique, eh bien c'est parfait. Donc encore merci pour nous avoir accompagnés et bonne présentation. Donc ce partenariat entre IMASUD et Elsan, il est très important pour nous. Donc les patients, on va vous montrer des prises en charge de ville et puis plus hospitalières. Faut pas oublier que voilà, ça va crescendo. Il y a d'abord la prise en charge dans nos cabinets IMASUD pour les gestes peut-être plus simples, moins complexes, qui nécessitent un plateau technique moins important, mais pour des douleurs qui sont quand même très invalidantes et très fréquentes pour les patients. Et puis après, grâce au partenariat qu'on a avec les cliniques, et notamment toutes les cliniques Elsan, on peut proposer maintenant aux patients des traitements beaucoup plus complexes, qui nécessitent des plateaux techniques beaucoup plus importants. Et on va essayer de vous montrer ça, voilà, du petit jusqu'au plus complexe. Alors, je suis le docteur Thomé, c'est moi qui ai la lourde charge de commencer la présentation. Donc le but, c'était de vous donner un peu toutes les armes thérapeutiques qu'on peut proposer en imagerie interventionnelle pour traiter la douleur. Donc les douleurs, il y en a plein de types. Et au fil de la présentation et des intervenants, on va vous donner un peu des options thérapeutiques à la fois anciennes et qui fonctionnent très bien, et à la fois des options beaucoup plus récentes. Moi, je vais vous présenter les douleurs pelviennes et l'embolisation. Donc déjà, c'est voilà, douleur pelvienne, ça parle. Embolisation, on se demande ce que ça fait là. Voilà, et vous allez me dire, what the fuck, pourquoi il y a une prostate, pourquoi il y a de l'endométriose, de l'adénomiose, pourquoi il y a des fibromes, un varicocèle et des hémorroïdes. Tout simplement parce que ce sont des pathologies qui sont bénignes, mais qui pourrissent la vie des patients, que ce soit les patients jeunes ou les patients âgés, avec des symptômes communs qui sont les douleurs pelviennes, les saignements, des asthénies qui sont dus soit aux anémies chez les patientes qui ont des fibromes utérins avec des ménométrorragies ou de l'adénomiose, de l'asthénie avec les pollakiuries nocturnes, que ce soit pour l'homme qui a un adénome de prostate ou pour sa femme qui se réveille 15 fois la nuit quand il va pisser. Ça peut être des pesanteurs pelviennes, des symptômes urinaires ou des constipations. On voit bien que c'est un problème de santé publique parce que l'hypertrophie prostatique, ça touche 8% des hommes après 40 ans, 90% après 90 ans. Il y a des études qui ont montré que sur 2000 patients de plus de 50 ans, il y avait quand même 60% qui avaient des symptômes. Les hémorroïdes, ça touche jusqu'à 35% de la population. C'est 20% des consultes d'hépatogastro. Ça touche des patients relativement jeunes et c'est quand même 50 chirurgies par 100 000 habitants, donc c'est énorme. Les fibromes, c'est jusqu'à 50% des patients de plus de 40 ans et il y en a 15 à 20% qui sont symptomatiques.
Et le varicocèle, c'est 15 à 20% des hommes, et on voit que chez 40% des spermogrammes altérés, il y a un varicocèle. Donc ça pose une double problématique, celle de la douleur chez le patient jeune et celle de la fertilité. Donc pour tout ça, en fait, on a des scores de qualité de vie qui ont été mis en place, l'IPSS pour la prostate, l'UFS pour le fibrome, et avec leur impact. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc actuellement, sur la douleur, on a souvent une vision binaire, en tout cas pour les douleurs pelviennes. Il y a soit le traitement médical qui est peu ou que partiellement efficace, ou alors il y a le traitement qui est chirurgical, donc qui est invasif, qui est très mal vécu par les patients, parce qu'il est délabrant, invalidant. On sait très bien qu'il y a beaucoup de patientes qui ne veulent pas se faire opérer d'un utérus polyfibromyomateux parce qu'elles ne veulent pas se le faire enlever. Et comme le gynécologue leur a dit que si elles attendent 5 à 10 ans, quand elles seront ménopausées, ça va passer tout seul, en fait, pendant 5 à 10 ans, elles souffrent, elles sont anémiées, ça crée des problèmes de couple, etc. Ça crée beaucoup de soucis. Souvent, elles passent pour déprimées alors qu'elles sont juste fatiguées. Pour la prostate, c'est pareil. Quand quelqu'un qui a une hypertrophie prostatique, qui a 90 ans, qui ne peut pas être opéré, qui a une sonde à demeure, si on lui dit c'est pas grave, hein, tu as une sonde à demeure, mais tu as juste à changer la poche, pareil, c'est problématique. Et quand c'est un patient qui est relativement jeune, qui a encore envie d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, qu'on lui dit tu vas te faire réséquer la prostate, on va faire sauter le sphincter et tu vas avoir une éjaculation rétrograde, c'est un peu problématique. Et en fait, on n'a que cette vision-là. Donc on a des patients qui souvent ne veulent pas passer le pas de la chirurgie, ou qui attendent, ou qui le passent mais à regret. Et en fait, là-dedans, il y a l'outsider, c'est l'embolisation. Alors, c'est un peu cliché, mais c'est vrai que souvent on l'oublie, l'embolisation. L'embolisation, c'est un geste de radiologie interventionnelle qui est micro-invasif, je vous montrerai pourquoi, qui respecte l'anatomie, et en fait, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher aux organes, on ne va pas toucher aux enveloppes. Ça se fait sous anesthésie locale ou sédation légère, c'est en ambulatoire ou en hospitalisation courte, et souvent les suites sont simples, parce que justement il n'y a pas de cicatrice et qu'on ne touche pas l'anatomie, avec une récupération plus rapide, et ça en plus ça engendre un coût qui est beaucoup plus faible. Donc pourquoi en fait les douleurs pelviennes et l'embolisation? Parce qu'elles ont tout un point commun, on a vu les symptômes, mais l'autre point commun qu'elles ont, c'est que ce sont des tumeurs qui ont un rapport avec le vasculaire. Et c'est grâce à ça qu'on peut agir. Soit ce sont des tumeurs qui sont hypervasculaires, comme le fibrome, l'adénome prostatique ou l'adénomiose, soit sont des espèces de malformations, d'équivalent de malformations artério-veineuses, et c'est le cas des hémorroïdes, des varicocèles et des varices pelviennes. Ces images illustrent bien le caractère hypervasculaire. Là, je vous ai mis différentes images d'artériaux, et finalement, vous voyez qu'elles ont une similitude, c'est qu'on voit à chaque fois cette espèce d'amas vasculaire. Et ça, c'est le tissu hypervasculaire. Ça, c'est un adénome de prostate. Donc là, on a cathétérisé une artère prostatique, c'est le lobe du coup gauche, non droit, parce que c'est inversé. Ça, c'est le lobe gauche, pareil, c'est une artère prostatique, c'est une hémiprostate. Ça, c'est un fibrome. Et ça sont des hémorroïdes internes, hypervasculaires symptomatiques, et ça sont des varices sur un varicocèle. Donc, en fait, le principe de l'embolisation, ça va être soit la dévascularisation tumorale, soit la décongestion vasculaire. La dévascularisation tumorale, ça va être dans le fibrome, dans l'adénomiose et dans l'adénome de prostate. Là, on voit une embolisation, une IRM pelvienne de fibrome avant et après embolisation. Ça, c'est le fibrome qui se rehausse après injection, qui est hypervasculaire, qui se rehausse, on les voit bien. Et là, c'est après embolisation, on voit qu'ils ne se rehaussent plus, en fait, ils sont morts. Ça, c'est en immédiat, c'est à 1 à 3 mois. Et on voit que sur une embolisation, et c'est ça qui est important aussi, c'est que grâce à nos gestes, souvent, on va pouvoir attaquer toutes les cibles. La chirurgie, souvent, va s'attaquer à une cible, notamment pour les fibromes. Ils vont enlever un fibrome.
Sauf qu'un utérus, c'est plein de fibromes, il y a un gros, un petit, c'est comme dans la forêt, il y a un arbre qui prend la lumière pour tout le monde, et dès qu'on le coupe, les autres à côté repoussent. Et souvent, dans la pathologie fibromyomatoseuse, c'est la même chose. Le chirurgien va enlever le plus gros, qui est gênant, puis les petits, qu'on voyait à peine ou pas, vont pousser. Là, avec l'embolisation, comme ils vont capter le moyen d'embolisation, je vous montrerai après ce que c'est, ils vont tous le capter, les gros comme les petits. Donc là, on voit bien que sur cette image, en fait, même les petits, on les a nécrosés. Ça, c'est sur une hypertrophie prostatique, avec un lobe médian bombant, un adénome. On voit qu'après embolisation, ça a réduit. Après, la réduction de volume, finalement, c'est pas ça qui nous intéresse, et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment la douleur et les symptômes. Donc vous verrez. Sur les hémorroïdes, c'est pareil, c'est la décongestion vasculaire. Et là, on voit, ça ce sont des hémorroïdes internes, avant et après embolisation. L'embolisation, elle s'est faite par coil, par petit ressort. Vous voyez, avant, après embolisation, et ça c'est sur les fibromes, avant, après embolisation. Pareil pour l'hypertrophie prostatique, avant embolisation, donc une hémiprostate droite, hypervasculaire. Après embolisation, on maintient quand même l'artère ouverte, mais par contre tout le parenchyme hypervasculaire est effacé. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, là on maintient l'artère ouverte. Et ça, c'est un autre des principes de l'embolisation, c'est qu'on ne va pas tuer l'organe dans le fibrome. Alors dans les vieilles études ou les arguments des gynécos, c'est attention, l'embolisation, il y a des nécroses utérines, etc. Ça, c'était vrai il y a 50 ans, avec des techniques qui étaient agressives. Maintenant, c'est plus le cas. On ne tue pas les organes, parce que la vascularisation humaine, elle est faite de plein d'anastomoses. Il y a toujours des relais. Donc, si on bouge quelque part, il y a toujours des relais. Là, en fait, on va diminuer l'afflux princeps. Le fibrome, c'est une tumeur. Donc, il a des vaisseaux qui sont, entre guillemets, pathologiques. Il n'a pas tous ces relais. Lui, ce qu'il veut, c'est manger vite. Donc, il va avoir des grosses artères qui vont capter le sang, mais il n'a pas eu le temps de développer tous ces relais qui maintiennent son parenchyme vivant. Et donc l'utérus va rester sain, le myomètre va rester sain, et par contre les fibromes vont mourir. Pour la prostate, c'est pareil, on ne tue pas la prostate, elle va garder sa fonction. Donc là, vous voyez en fait les techniques, je vous disais que c'était micro-invasif, en fait c'est comme de la choro, hein, c'est de l'artério en fait. C'est un abord qui est vasculaire, qui est soit artériel, soit veineux. Là, c'est pour un varicocèle. On passe par la veine fémorale, on va dans la veine cave, on descend dans la veine spermatique, on embolise la veine principale qui, du coup, engendre cette colonne de sang par défaut valvulaire qui, avec la pesanteur, augmente les varices. Et du coup, il y a un relais veineux qui va se faire par des petites veines qui vont suppléer et qui font que cette varice va diminuer de volume. Pour les fibromes, c'est pareil, soit on peut passer soit par voie fémorale, soit par voie radiale. C'est vrai que la voie radiale, maintenant, c'est quand même assez intéressant, parce que les suites sont encore plus simples. Pour une voie fémorale, on va garder les patients 24 heures. Pour une voie radiale, ils peuvent rentrer le matin, sortir le soir. C'est comme la choro. Donc là, on passe par les artères iliaques internes, on chope les artères utérines et puis on embolise. Donc là, vous voyez, on mélange les billes. Ça, c'était une artère prostatique. Donc vous voyez, ça se fait au bloc opératoire, en conditions stériles, en salle d'angiographie. Donc ça, c'est des techniques qui nécessitent un plateau technique assez important. Donc, soit on utilise des particules, donc c'est la prostate, l'embolisation de fibromes, tout ce qui est en fait pseudo-tumoral ou tumoral bénin. Et soit on utilise des coils ou des plugs, c'est plutôt pour les malformations vasculaires. Et l'efficacité, elle est prouvée, donc il y en a plein, enfin, certains qui disent oui, l'efficacité, c'est discutable. Non, il y a des études qui sont sorties et qui ont montré que c'était quand même efficace. L'embolisation de fibromes, ça fait très longtemps que ça existe, c'est pas une technique qui est nouvelle. Ça marche très bien, il y a un succès technique, donc ça c'est la faisabilité de 95%, ce qui est quand même énorme. Sur les symptômes, c'est 90% de saignement en moins, 80% de douleur en moins, et sur l'effet de masse, c'est 58% de réduction de volume et d'effet de masse à 1 an.
Donc ça, c'est énorme parce que les patientes, elles gardent leur utérus. Et puis ce qu'il faut voir, certes, il y a l'effet de masse en imagerie qui est réduit, mais ça sera pareil pour la prostate. Mais ce sont des tumeurs qui sont gorgées de sang. Donc elles sont comme des éponges. Elles vont être lourdes. Vous la pressez, votre éponge, elle va être plus légère, donc elle aura moins d'effet de masse, elle va moins appuyer, elle sera moins sentie, elle sera moins symptomatique. Sur la prostate, c'est pareil, un succès technique de 95%. Sur les saignements, en fait, j'ai oublié d'enlever cette ligne-là, donc ça, c'est pas forcément vrai, mais on peut le faire dans les saignements sur les adénomes de prostate qui saignent ou en post-opératoire. Ça se fait l'embolisation chez les patients qui saignent en post-opératoire, parce que ça existe. Mais on voit que l'embolisation de prostate, il y a quand même à 3 ans une nette amélioration de l'IPSS, du score de qualité de vie prostatique. On voit qu'il y a un débit urinaire qui est nettement amélioré. Et même la qualité sexuelle est améliorée, parce que déjà, il n'y a pas d'éjaculation rétrograde avec l'embolisation prostatique. Il n'y a pas de trouble érectile, parce qu'encore une fois, on ne touche pas à l'anatomie, donc on ne risque pas de casser quelque chose. Après, il y a les complications vasculaires qu'on peut avoir, c'est pas non plus anodin, mais en tout cas, on ne va rien arracher, et du coup, il y a plus ou moins même une amélioration du coït. Pour l'embolisation d'hémorroïdes, alors je vous présente l'inventeur, les Marseillais le connaissent, c'est Vincent Vidal, donc il faut lui rendre les honneurs. Il a inventé ça il y a à peu près 8 ans. Il est parti du principe que le chirurgien, il faisait du Hall Doppler, c'est-à-dire il brûlait par voie endorectale les artères qui nourrissaient les hémorroïdes. Il s'est dit, si lui, il les brûle ou les ligatures par voie endorectale, pourquoi on ne pourrait pas les boucher en arrivant par voie vasculaire? Et c'est exactement ce qu'on fait. Et en fait, les études montrent que c'est efficace. Là, vous avez plein d'études. C'est efficace techniquement, c'est très, très faisable. Et sur les symptômes, c'est quand même très efficace, plus de 70%. On sait que les hémorroïdes, c'est quand même une pathologie qui est récidivante, qui est compliquée à traiter et qui récidive. Et on voit que sur les récidives, l'embolisation, qui s'appelle du coup emboroïde, c'est lui qui a déposé le nom, enfin qui l'a pas déposé mais qui l'a inventé. Il y a moins de récidives avec l'embolisation qu'avec les autres techniques chirurgicales. Et sur l'embolisation de varicocèle, c'est pareil, un succès technique est très important et un succès clinique avec une diminution des douleurs en quelques jours et puis surtout une amélioration du spermogramme dès 3 mois. Et c'est pour ça que les 2 indications pour le varicocèle, c'est soit le varicocèle symptomatique, soit dans les PMA, les problèmes de fertilité. En fait, ça a montré que même que dans un couple qui avait des difficultés à avoir un enfant, si l'homme présentait des varicocèles, le fait de l'emboliser augmentait la probabilité d'avoir une fécondation, et ça augmentait même les chances de fécondation assistée, parce qu'il avait un meilleur spermogramme. Donc les indications, finalement, c'est tous les patients symptomatiques. C'est-à-dire qu'il faut voir le radiologue interventionnel dans ces techniques-là comme un chirurgien. C'est-à-dire le chirurgien, vous allez lui envoyer un patient qui est symptomatique. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les indications. Vous lui dites, voilà, j'ai un tel patient qui a ça, et il va trier, il va dire oui, non. En fait, on fait la même chose. On va essayer de trier. Parfois, on ne saura pas. On demandera un autre avis spécialiste. On discutera avec un chirurgien. Enfin, on ne fait pas ça tout seul dans notre coin. Et ce sont les patients qui sont symptomatiques malgré un traitement bien conduit, soit qui refusent la chirurgie ou qui sont contre-indiqués à la chirurgie ou à l'anesthésie. Et donc nous, en fait, on va tout gérer. On va confirmer ou infirmer. On va en discuter avec les chirurgiens des disciplines aussi. On va informer les patients des bénéfices et des risques. On va prescrire les examens complémentaires nécessaires, que ce soit envoyer une patiente chez son gynéco pour qu'elle ait un frottis, pour qu'il lui enlève le stérilet, faire l'IRM de prostate pour être sûr que le patient n'ait pas un petit cancer qui passe inaperçu, etc. On va le réorienter, vers le spécialiste si ce n'est pas une indication, vers le chirurgien ou une autre filière de soins.
et on va organiser le geste et les suites immédiates. Et pour ça, j'aimerais quand même remercier nos secrétaires dédiés à l'interventionnel, Stéphanie et Sabrine, et Claire aussi, qui gèrent les rendez-vous avant, gèrent les rendez-vous avec les anesthésistes, recueillent les appels des patients qui sont angoissés avant l'intervention, qui les apaisent et tout. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est un énorme boulot. Et elle nous aide vraiment beaucoup, et sans elle, en fait, on ne pourrait pas y arriver. Voilà, c'est dit. Et après, on fait les consultations de suivi une fois que le geste est fait. Donc, en fonction des pathologies, on les revoit 1 mois et demi, 3 mois, 6 mois. Voilà. Donc, en conclusion, ce que j'aimerais vous faire changer, c'est la vision dichotomique. C'est savoir qu'au milieu, entre le médical et le chirurgical, il y a l'interventionnel. Que ça permet une conservation d'organes, et ça, c'est quand même important. Personnellement, ça me choque qu'une patiente aujourd'hui se fasse enlever l'utérus pour un utérus polyfibromyomateux, qui est une pathologie bénigne. Tout ça parce qu'on ne propose rien d'autre. Il y a sauf si elle le veut, bien sûr, mais à ce moment-là, c'est différent. Il y a une efficacité qui est prouvée par toutes les études. C'est peu invasif, les suites sont simples. Il y a peu ou voire pas de complications majeures, parce qu'encore une fois, on est intravasculaire. Et il y a une prise en charge qui est personnalisée par le radiologue interventionnel. C'est-à-dire le patient, on ne le voit pas qu'à l'instant T, on le voit avant, après, on le suit, etc. Donc ce qui est important, voilà, c'est vraiment changer cette vision, et de la même manière que l'angioplastie l'a fait dans l'infarctus. Avant, il y avait le traitement médical pour l'infarctus, et après c'était le pontage. Maintenant, ça n'aurait plus de sens d'orienter d'emblée un patient vers un pontage. Il y a une étape avant qui doit être faite. C'est la coronarographie avec l'angioplastie. Et d'ailleurs, je rends grâce quand même aux radiologues, puisque l'angioplastie, ça a été inventé par les radiologues. Voilà. Donc, en conclusion, voilà, si j'ai bobo, je pense à Lambeau. Donc bonjour à tous, moi je suis Benjamin Coquard, donc je suis chargé de vous présenter les infiltrations périphériques. Donc tout d'abord, concernant la problématique générale du bilan d'imagerie, ça c'est un arbre diagnostique simplifié. Donc avant de faire des infiltrations, il faut savoir quel est le problème du patient. Donc en général, ça c'est fait en amont par le médecin prescripteur, mais juste pour faire un petit rappel simple, dans l'immense majorité des cas, on va réaliser un bilan de première intention radio-échographique. Si la cause de la douleur est clairement identifiée, on peut organiser l'infiltration. Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment poursuivre les investigations avec une IRM en première intention, puisque c'est non irradiant, non invasif. Et puis si l'IRM n'a pas répondu à la question, il faut continuer les investigations jusqu'à vraiment être sûr de la problématique du patient et avoir une corrélation entre les symptômes du patient et une cible en imagerie qu'on va pouvoir traiter. Donc si l'IRM n'a pas répondu à la question, il y a l'arthroscanner, scintigraphie, électromyogramme, etc. Alors, il existe quelques rares exceptions, hein. Par exemple, pour les traumatismes en radiographie normale, on peut proposer un scanner complémentaire en cas de forte suspicion de fracture. En cas de syndrome canalaire, on fait un électromyogramme en première intention. Pour faire un tour d'horizon un petit peu non exhaustif, mais de la plupart des infiltrations périphériques, il y a de nombreuses pathologies, notamment de l'épaule, que je vais vous présenter, et qui sont des indications classiques et fréquentes d'infiltration, telles que le conflit sous-acromial, la migration de calcification à hydroxyapatite, la capsulite rétractile, où on peut faire également une distension capsulaire en même temps que l'infiltration, notamment à la phase chronique, la tendinopathie simple ou fissuraire non chirurgicale de la coiffe des rotateurs, l'arthropathie acromioclaviculaire œdémateuse, et enfin l'omarthrose, a priori congestive si elle fait mal, avant une éventuelle viscosupplémentation. Donc je vous mets ici quelques exemples de ce qu'on fait. Là à gauche vous avez une infiltration de la BSAD sous échographie. Vous voyez l'aiguille ici, on va injecter dans la bourse sous-acromodeltoïdienne. Et puis ici une injection intra-articulaire où on va injecter un produit de contraste iodé dans l'articulation gléno-humérale avant d'injecter le corticoïde. Pour le cas particulier des lavages de calcification, la bonne indication, c'est les calcifications de moins de 6 mois, de type A ou B en radiographie, et quand même relativement volumineuses, au moins à 6 mm. On ne va pas pouvoir laver des calcifications de 2 mm.
Et voilà. Par contre, on va pas faire de trituration, notamment des anthésophytes. Ce sont les calcifications linéaires qu'on voit souvent. C'est pas une bonne indication. Donc voilà une illustration d'un lavage de calcification. On va d'abord en fait faire une anesthésie dans la BSAD et faire une infiltration dans la BSAD. Dans un deuxième temps, on va mettre l'aiguille dans la calcification et on va aller fragmenter cette calcification, injecter sous pression du sérum physiologique ou de la xylocaïne pour la faire éclater. Et ensuite, avec une technique bien particulière, on va aller aspirer son contenu pour essayer de faire diminuer son volume. Donc, si on s'intéresse aux coudes, c'est essentiellement les épicondylites latérales actives qui vont bénéficier des infiltrations. Et on peut également infiltrer les syndromes canalaires au coude, donc à savoir syndrome du canalaire du nerf ulnaire et éventuellement du nerf radial, c'est beaucoup plus rare. Donc juste petit aparté, contre-indication d'infiltration du biceps distal, parce que au-delà du fait que l'accès est extrêmement difficile, il y a un risque de rupture. Donc là, je vous ai mis deux exemples d'infiltration des tendons épicondyliens latéraux. Vous voyez l'aiguille, on va aller injecter en superficie du tendon une demi-ampoule de corticoïdes. Et puis ici, un syndrome canalaire du nerf ulnaire. Vous voyez l'aiguille, on va aller taper dans la gouttière épitrochléenne et injecter le produit en profondeur du nerf ulnaire. Évidemment, on n'injecte pas dans le nerf. Au poignet, à la main, on peut soulager les ténosynovites de De Kervin, les kystes arthrosynoviaux, où là on va faire une ponction. Si le kyste est assez volumineux, on va essayer d'aspirer son contenu mucoïde et on va aller faire l'infiltration en plus. On peut soulager également les doigts ressauts. Le plus fréquent, c'est souvent le pouce, ça peut aussi être les autres, mais souvent c'est le pouce. Et puis évidemment la rhizarthrose et le syndrome du canal carpien. Donc, hop, un exemple. Ici en haut, vous avez l'infiltration du rétinaculum du premier compartiment des extenseurs, qui est ici. Donc on va aller injecter quelques gouttes de corticoïdes en superficie du rétinaculum, et ensuite on va replacer l'aiguille, et on va se mettre dans la gaine des tendons, et on infiltre le corticoïde. Donc ici un exemple de kyste arthrosynovial. Vous voyez un gros kyste arthrosynovial qui fait la classique bosse sur le versant dorsal du poignet. On va aller mettre l'aiguille dedans, aspirer son contenu et injecter le produit. Et ici, c'est une infiltration d'une rhizarthrose plus classique. Les infiltrations de la hanche, c'est principalement les tendinopathies péritrocantariennes et la coxarthrose avant viscosupplémentation qu'on fait. Je vous ai mis des exemples. Voilà, infiltration péritrocantarienne sous échographie. Vous avez les tendons péritrocantariens ici. On va se mettre au contact. On n'injecte jamais dans les tendons. Le corticoïde, c'est toujours péritendineux. On peut plus ou moins utiliser de la xylocaïne pour tester la zone. Et puis, on va injecter le corticoïde. Et ici, vous avez une infiltration intra-articulaire coxofémorale. On injecte toujours du produit de contraste iodé pour vérifier qu'on est au bon endroit. Et une fois qu'on est sûr qu'on est au bon endroit, on va injecter le produit quel qu'il soit. Pour le genou, on va traiter la gonarthrose, des lésions méniscales avec périménicite ou kyste paraméniscal. Encore une fois, quand il y a un kyste, on va essayer de l'aspirer pour soulager le patient. On peut aspirer, infiltrer les kystes poplités qui sont symptomatiques, qui ne communiquent pas avec l'articulation du genou, les penchements intra-articulaires qui handicapent, ou même la tendinopathie non fissuraire. Ce sont des indications classiques d'infiltration. Donc ici, deux exemples. À gauche, vous avez l'infiltration du mur méniscal sous échographie. Vous avez le ménisque ici et on va aller injecter le produit au contact. Et ici, une injection intra-articulaire dans le genou. Toujours pareil, on injecte du produit de contraste, on vérifie qu'on est au bon endroit. Et enfin, pour le membre inférieur, pied et cheville, on traite principalement le conflit antérolatéral de cheville, donc les entorses mal soignées ou en tout cas qui évoluent mal. Syndrome du carrefour postérieur, aponevrosite plantaire, un nodule de Morton. Petite précision, donc attention, la tendinopathie fissuraire du tendon calcanéen ou la fissure des plaques plantaires, c'est des contre-indications à l'infiltration cortisonnée parce qu'il y a un risque de décompensation et de rupture. Donc voilà un exemple d'infiltration
de l'aponévrose plantaire superficielle. Vous avez ici en coupe coronale comme ça l'aponévrose, on va aller mettre l'aiguille au contact et on va aller injecter le produit en superficie. Donc le point le plus important du topo, il y a un peu une redite avec ce que dit Alphonse, mais c'est surtout l'information du patient qui est réalisée lors de la consultation de radiologie interventionnelle. Donc la structure dans laquelle on travaille, c'est organisé de façon à ce que le patient soit orienté vers le praticien qui est le plus à même de réaliser la procédure qui va être demandée par le clinicien et dans les meilleures conditions, quelle que soit la technique qui va être utilisée. Donc lors de la consultation, on va réaliser un examen clinique succinct, on va vérifier la problématique clinique du patient et on va s'assurer surtout qu'il y ait une corrélation entre cette clinique et les constatations qui ont été faites en imagerie. D'où l'intérêt de centraliser les bilans d'imagerie dans le centre qui va réaliser l'infiltration pour que le praticien, le radiologue qui va faire l'infiltration puisse facilement consulter les examens d'imagerie qui ont été faits. Et si besoin, on va compléter nous-mêmes le bilan d'imagerie. Donc ce processus, il a pour but de réaliser le geste le plus efficace possible parce que la balance bénéfice-risque, elle est nettement favorable par rapport aux AINS, mais encore faut-il que l'indication soit bien posée. Donc le bénéfice attendu pour le patient, évidemment, c'est de diminuer ses douleurs. La plupart du temps, le produit met à peu près 48 heures à être à commencer à avoir une efficacité significative. Donc on va chercher les facteurs de risque de complications, diabète, hypertension artérielle, traitement fluidifiant, allergie aux produits de contraste iodés, allergie au latex, aux corticoïdes, à la xylocaïne. Donc on essaye, même si le patient a une potentielle contre-indication, on va toujours essayer de trouver une solution alternative pour soulager les patients et ça on le fera toujours en accord avec le médecin qui a prescrit l'examen. Donc on informe également les patients des potentiels risques graves comme le risque infectieux, même s'ils sont très rares, ou des complications plus spécifiques comme par exemple l'atrophie cutanée quand on fait une injection très superficielle ou même l'échec. On informe également les patients qui sont diabétiques ou hypertendus qu'il peut y avoir un risque de discrète décompensation de l'hypertension et du diabète, donc on leur demande de bien surveiller. Ici vous avez l'exemple d'une atrophie cutanée ici dans les suites d'une infiltration de ténosynovite de 2-carvin. C'est fait partie des effets indésirables qui arrivent à l'inverse des vrais gros risques qui, eux, sont vraiment extrêmement rares. Donc, on donne oralement aux patients les consignes dans les suites du geste. Donc, consulter en urgence en cas de fièvre, apparition d'une inflammation locale, nécrose cutanée, décompensation d'un diabète ou d'une hypertension artérielle. Alors moi, je préconise pas forcément d'immobilisation stricte, mais plutôt une économie articulaire relative avant la fin du protocole de soins du patient. Donc on leur dit également aux patients d'essayer de faire une pause de la kinésithérapie, en général entre 7 et 10 jours, après une reprise de la kinésithérapie, une fois que vraiment l'infiltration a été pleinement efficace. Donc on fait également un compte-rendu de consultation, c'est très important. Ce compte-rendu il est adressé au prescripteur et on lui donne un exemplaire évidemment au patient et ça sert de synthèse pour le patient, les correspondants. Et ça a également l'avantage médico-légal de tracer l'information au patient. On lui remet également les ordonnances de tous les produits nécessaires. C'est pas nécessaire de le prescrire en amont, c'est nous qui le faisons. Et puis s'il y a besoin d'un bilan de coagulation, on va également s'en occuper. Donc juste deux exemples très rapides de l'intérêt de la consultation de radiologie interventionnelle avant les infiltrations. Premier exemple, c'est une jeune patiente envoyée pour une infiltration d'un kyste à la face antérieure pour une infiltration d'un kyste à la face antérieure du coude avec une douleur locale. En réalisant l'IRM, je retrouve un aspect un peu atypique du kyste. Je décide de refaire une IRM avec injection de gadolinium. Et en fait, c'était une malformation vasculaire, donc j'ai pas fait l'infiltration et la patiente a été réadressée à la T1 pour faire une injection sous échographie d'un produit spécifique.
Deuxième exemple, pareil, patient de 45 ans, envoyé pour infiltration du genou. À l'interrogatoire, il me dit qu'il a une gonalgie interne, mais vraiment intense, avec une impotence fonctionnelle quasi complète. Radiographie normale, échographie uniquement un épanchement, sans autre anomalie. Bon, je décide, pareil, de faire une IRM parce que là, la clinique n'explique pas, l'imagerie n'explique pas les symptômes présentés par le patient. Et sur l'IRM, il y avait une fracture sous-chondrale récente du condyle fémoral avec une rupture radiaire du ménisque. Donc là, on va plutôt surseoir à l'infiltration, on va plutôt faire, parce qu'il y a un risque d'ostéonécrose, en fait, de complication de cette fracture. Donc on va mettre le patient en décharge. Pour les anti-agrégants plaquettaires et les anticoagulations, un bref rappel, nous on propose un protocole aux médecins référents et aux patients, toujours selon les recommandations. Et le protocole il est appliqué si le médecin référent du traitement anticoagulant ou anti-agrégant valide le protocole. Mais en général, ça pose aucun problème. Et le protocole qu'on propose, il est évidemment en fonction de la balance bénéfice-risque patient et du geste. Donc on va évaluer le risque de la procédure. Soit il est faible, c'est quasiment toutes les infiltrations périphériques, donc celles dont je vous ai parlé, sauf l'articulation coxo-fémorale. Et donc, c'est toutes les infiltrations périphériques, sauf celles qui sont à risque modéré, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est les infiltrations intra-articulaires de la hanche, les triturations de calcification à l'épaule, les ponctions de kystes poplitées au genou et les distensions capsulaires de l'épaule. Donc finalement, c'est très rare pour les petites infiltrations comme ça qu'on prescrive un bilan de coagulation. Ici, c'est la procédure pour les anti-agrégants plaquettaires. Donc on les poursuit pour les gestes à faible risque, sauf si l'aspirine 160 mg, dans ce cas-là on passe à 75 mg. Et pour les gestes à risque modéré, vous avez vu, il y en a très peu, on va juste arrêter le Plavix 5 jours avant le geste et on le remplace par l'aspirine. Pour les anticoagulants oraux d'action directe, ils sont vraiment beaucoup plus prescrits récemment, on en voit de plus en plus. Donc on va les arrêter la veille au soir de la procédure pour les gestes à faible risque. Et si le geste est à risque modéré, on va les arrêter 3 jours avant la procédure. Pour les AVK, qui sont quasiment plus jamais prescrits, moi personnellement en consultation, je ne vois plus du tout de patients ou de patientes qui ont des AVK. En fait, en pratique, on les poursuit pour les gestes à faible risque. Pour les risques modérés, c'est un petit peu plus complexe. On les arrête 5 jours avant le geste. Les HBPM, encore une fois, j'en ai jamais. On n'a jamais à gérer les HBPM pour les petites infiltrations comme ça, en tout cas. Donc s'ils sont donnés en tout cas à dose curative, on les arrête 24 heures avant la procédure et on les reprend à 2 jours après la procédure. Et s'ils sont donnés à dose préventive, on les arrête 12 heures avant le geste et on les reprend à 6 heures après. Donc voilà pour le bilan de coagulation, je me suis un peu mélangé tout à l'heure. Quand est-ce qu'on les prescrit? Jamais pour les actes à faible risque, sauf si les patients ils ont un traitement par AVK ou une cirrhose. Encore une fois, c'est très rare. Et on les prescrit uniquement pour les gestes à risque modéré. Donc infiltration, viscosupplémentation de hanche, trituration de calcification, distension de l'épaule, ponction de kyste poplité et infiltration canalaire profonde. Quatrième point très très succinct, les infiltrations en pratique. Le plus important et le plus long dans ces infiltrations, en fait, c'est les précautions qu'on va prendre. C'est ça qui nous prend beaucoup de temps, mais on est aidé par une aide-soignante en fait, qui nous aide à toute cette préparation pour que le geste soit réalisé dans des conditions d'asepsie et de désinfection strictes, avec contrôle de la bonne diffusion du produit pendant la procédure. Et on fait toujours un cliché pendant la procédure pour bien montrer qu'on a injecté le produit au bon endroit et que l'aiguille était positionnée au bon endroit. Donc en pratique, on injecte dans l'immense majorité des cas du diprostène, qui en théorie a une demi-vie assez faible, mais qui en pratique agit en général assez longtemps, 6 mois, voire 1 an. Donc pour conclure, les messages à retenir de ce topo, les procédures qu'on réalise, les petites infiltrations périphériques qu'on fait comme ça, elles sont standardisées.
avec une balance bénéfice-risque qui est nettement favorable par rapport aux AINS Péros, mais à condition qu'il y ait une bonne corrélation entre la radiographie, enfin, l'imagerie et l'examen clinique, et que la cible elle soit vraiment bien définie et surtout respectée. Donc on s'astreint à réaliser un bilan d'imagerie pertinent, au mieux avant la consultation, et par le groupement d'imagerie qui va réaliser la procédure, et sinon on peut aussi l'organiser pendant la consultation, ça pose pas de problème. Et puis c'est intéressant aussi pour les prescripteurs surtout de connaître les très rares contre-indications, donc un diabète ou une hypertension déséquilibrée, une allergie, aux corticoïdes ou aux produits de contraste iodé. Mais on peut toujours s'arranger avec les allergies parce qu'on peut faire d'autres techniques. Et puis les rares tendinopathies et fissures au niveau du pied et de la cheville. Je vous ai mis comme dernière diapo ce petit tableau qui a été fait par le GRIP, qui est un groupe de recherche dans les injections de divers produits, notamment de PRP. Vous voyez que finalement, pour par exemple la coiffe des rotateurs, il précise qu'on peut faire une infiltration, mais que s'il y a une bursie. Pour les épicondylites latérales, il préconise plutôt de le faire s'il y a un échec du traitement fonctionnel à 2-3 mois. Et vous voyez que pour les infiltrations du membre inférieur, il y a quelques rares exceptions, quelques tendons qu'il vaut mieux pas trop infiltrer, excusez-moi. Donc c'est tendon patellaire, tendon quadricipital, tendon calcanéen et tendon tibial postérieur à tibial antérieur, donc des tendons du membre inférieur. Mais finalement, dans tout le panel que je vous ai montré, c'est assez rare, et même dans ces cas un petit peu particuliers, un peu touchy, où on n'aime pas faire des infiltrations, on a quand même des solutions alternatives donc, qui ont été proposées justement notamment par ce groupe de recherche. Il y a pas mal d'études, certaines études qui ont été faites avec une injection péritondineuse d'acide hyaluronique. Voilà, mais ça c'est pas le sujet de mon topo. Voilà, je vous remercie. Merci Benjamin, tu m'as fait une belle transition pour parler de l'acide hyaluronique. Donc, je suis le docteur Geffroy et je vais vous parler de la viscosupplémentation. Alors, je vous propose d'aborder ce sujet en répondant à 5 questions simples. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de proposer de l'acide hyaluronique à vos patients? Pour quels patients? Comment on va faire cette injection? Avec quels résultats? Et surtout, à quel prix pour le patient? Alors pourquoi est-ce qu'il faut proposer une viscosupplémentation à vos patients qui souffrent d'arthrose? Tout simplement parce que ça marche, c'est efficace, ça a été bien prouvé. Je crois qu'il y a plus grand monde aujourd'hui qui dit que ça ne marche pas. Il faut savoir qu'on utilise l'acide hyaluronique en médecine vétérinaire depuis très longtemps, notamment dans les chevaux de course, depuis les années 60. Ce sont des chevaux qui développaient une arthrose assez précoce, qui valait des millions de dollars, notamment aux États-Unis. Donc on s'est mis à leur faire de l'acide hyaluronique un peu systématiquement, et ça marchait très bien. Et on s'est dit, pourquoi pas l'utiliser chez l'homme? Donc les premières injections chez l'homme ont eu lieu dans les années 80, il y a eu de bons résultats. Puis il y a eu tout un tas d'analyses, il y a plus d'une centaine d'études qui ont été publiées sur le sujet, il y a eu 17 méta-analyses. Il y a même eu une méta-analyse des 17 méta-analyses, donc je crois qu'on peut dire que statistiquement ça tient la route. Et on sait qu'il y a un effet antalgique certain. Il y a une amélioration de la mobilité articulaire. Alors certes, l'effet est moins spectaculaire que pour les corticoïdes, parce qu'il est retardé, mais il dure beaucoup plus longtemps. Et puis surtout, c'est extrêmement bien toléré. Alors vous savez que l'acide hyaluronique il est abondant dans le liquide synovial, il assure la viscosité et l'élasticité du liquide, et il a un rôle lubrifiant, nourricier et protecteur du cartilage. En fait, il va permettre au cartilage de bien capter les molécules d'eau, de rester hydraté, et d'assurer donc un bon amorti sur les différentes pressions qui sont exercées sur le cartilage. Alors dans l'arthrose, qu'est-ce qui se passe? En fait, les molécules d'acide hyaluronique vont se fragmenter, elles vont être clivées, et donc elles vont être de petite taille. Et elles vont être éliminées beaucoup plus facilement par l'articulation. Il va donc y avoir une baisse de la concentration d'acide hyaluronique dans l'articulation. Donc on va avoir une baisse de la lubrification, et le cartilage va être plus sensible aux agressions mécaniques. Donc finalement, c'est quoi l'objectif de la viscosupplémentation? C'est d'injecter en intra-articulaire de l'acide hyaluronique pour restaurer les propriétés visco-élastiques du liquide synovial. Alors ça s'adresse à quel patient? Il faut savoir qu'on peut faire une injection d'acide hyaluronique dans quasiment toutes les articulations périphériques, donc le genou, la hanche,
l'épaule, la cheville, les métacarpophalangiennes, les métatarsophalangiennes, les articulations temporomandibulaires, etc. Alors le genou, c'est vraiment l'indication reine. La plupart des études d'ailleurs qui ont été publiées le sont sur le genou, mais on peut le faire dans toutes les articulations. Alors on distingue vraiment deux grands cas de figure. Il y a l'arthrose légère à modérée, douloureuse, qui est en échec du traitement médical ou alors du traitement corticoïde. On a un effet insuffisant des corticoïdes ou une contre-indication. Et puis il y a l'arthrose sévère, qui peut arriver chez des patients jeunes et chez qui on n'a pas envie de mettre tout de suite une prothèse, et on va essayer de gagner un maximum de temps avant d'aller à la prothèse. Alors comment on va faire cette injection d'acide hyaluronique ? Tout d'abord, il faut choisir l'acide. Et ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs types d'acide hyaluronique. Au départ, on a développé des acides hyaluroniques de bas poids moléculaire avec une concentration moyenne, donc c'est ce qu'on appelle le hyaluronate de sodium, donc comme le Hyalgan, le synovial, le Goon. Puis dans un deuxième temps, on a développé des acides hyaluroniques de bas poids moléculaire mais de forte concentration, comme par exemple l'Artrom Visc 75. Et puis dernièrement, on a développé un nouvel acide hyaluronique de haut poids moléculaire, qui est un peu différent des autres, parce qu'en fait, on prend le hyaluronate de sodium et on va faire une double réticulation chimique et on va obtenir un acide hyaluronique qui est très épais, très visqueux. Alors là, je vous ai montré... Voilà. Donc dans le cadre de droite, on voit les deux types d'acide hyaluronique. Donc ça, c'est l'acide hyaluronique de la première génération, donc le hyaluronate de sodium. Vous voyez que c'est assez visqueux, c'est pas de l'eau, mais quand on pousse à l'aiguille, il y a quand même un goutte à goutte. Ça, c'est l'acide hyaluronique de dernière génération, donc le Synvisc One, celui qui a eu la double réticulation. Donc et vous voyez que cet acide hyaluronique il est beaucoup plus épais, il n'y a pas de goutte à goutte, c'est un peu comme de la purée qu'on injecte dans l'articulation. Et donc il y a intuitivement un rôle amortisseur qui est bien plus important avec ce type de gel. Alors selon quel protocole, on peut faire soit un protocole en mono-injection, donc une seule injection et c'est fini, on attend, soit on fait 3 injections espacées d'une semaine, ça va dépendre du type d'acide hyaluronique. Alors là aussi j'ai insisté, je vais être un peu moins long parce que Benjamin l'a fait très en détail, mais sur la consultation que l'on pratique avant la réalisation de l'injection, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, tout d'abord, on va vérifier la bonne indication. Moi, ça m'arrive assez souvent de changer l'indication de patients qui sont adressés pour une injection d'acide hyaluronique et finalement je vais plutôt faire un PRP, c'est du cas par cas, c'est un peu du sur-mesure, mais dans un premier temps je regarde tout le bilan d'imagerie du patient et je valide l'indication. Ensuite je vais l'informer longuement sur le geste, le bénéfice qu'on peut en attendre, les risques potentiels, les éventuelles complications, comment ça va se dérouler, etc. Et puis ensuite, il y a un temps qui est très important, c'est qu'on va systématiquement rechercher si le patient a un épanchement intra-articulaire. Ça, c'est vraiment très important. Donc je mets rapidement un petit coup d'échographie et je regarde s'il y a beaucoup de liquide dans le genou. Pourquoi ? Parce que si vous mettez une noisette de gel dans un genou où il y a plein de liquide, en fait, le gel, il va flotter dans le liquide, il ne va pas venir tapisser les surfaces articulaires et donc on va perdre en efficacité. Donc quand c'est comme ça, moi je propose au patient un protocole en 2 temps. D'abord, on va faire une ponction de liquide et une injection de corticoïdes. Comme ça, on va assécher le genou. Et puis dans un deuxième temps, 7, 10, 15 jours après, on va faire une vraie injection d'acide hyaluronique dans un genou qui aurait été asséché. Et là, on va avoir une bonne couverture des surfaces articulaires par le gel. Donc bien sûr, comme l'a dit Benjamin, là je vais aller très vite, il l'a fait en détail, on va vérifier l'environnement hémostatique du geste, on va regarder si le patient a des antiagrégants plaquettaires, des anticoagulants. Le principal problème, c'est plutôt pour la hanche qui est considérée comme une articulation profonde avec un risque hémorragique un peu supérieur aux autres. Ensuite, on va choisir l'acide hyaluronique selon l'articulation, mais également selon le budget du patient, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup d'acide hyaluronique disponible sur le marché, avec des coûts très variables, et qu'il y a des patients qui ne peuvent pas s'offrir certains gels hyaluroniques. À la fin de la consultation, donc, on terminera par la prescription donc, de l'acide hyaluronique, du produit anesthésiant et du produit de contraste si on a décidé de faire le geste sous scopie. Donc l'injection intra-articulaire, c'est exactement la même technique que pour les injections de corticoïdes. Ça peut être écho ou radioguidé, on fait très attention à l'asepsie. Et moi je conseille aux patients donc un repos de 48 heures après les injections d'acide hyaluronique. Alors pas un repos strict, mais comme disait Benjamin, plutôt une économie articulaire.
Alors, quels sont les résultats? Si on rentre dans le détail des résultats, donc là, je n'ai pas le temps ce soir de vous détailler tous les résultats de toutes les méta-analyses ou les dernières mises au point de la Société française de rhumatologie, mais ce qui est certain, ce que démontrent ces études, c'est que la viscosupplémentation a clairement un effet anti-inflammatoire, un effet lubrifiant et un effet amortisseur. Il y a probablement aussi un effet placebo qu'il ne faut pas négliger, mais ça marche, tant mieux. C'est vrai que quand on explique à un patient qu'il a le genou grippé et qu'on va lui mettre du gel, c'est-à-dire en gros, moi je lui dis vous avez comme une chaîne de vélo qui est grippée, je vais vous mettre du WD-40 et ça va bien coulisser. Les gens ils comprennent ça très bien, ils adhèrent complètement au traitement. Donc je crois qu'il y a aussi effectivement probablement un effet placebo. Il y a toujours une excellente tolérance à l'injection d'acide hyaluronique. Donc ça a été très bien démontré dans plusieurs études. Ça revient au même que d'injecter du sérum physiologique. Voilà. La seule chose, c'est que pour les acides hyaluroniques de haut poids moléculaire, donc notamment comme l'Artrom VIX 75, comme il est très concentré, il peut y avoir un petit sentiment de douleur ou de chaleur dans les 24 heures qui suivent l'injection. Donc je préviens le patient à l'avance, voilà, et puis je lui dis de mettre un peu de glace, se reposer et prendre des antalgiques simples. Et ça passe largement au bout de 24 heures. On a une nette diminution des douleurs avec un effet qui est clairement supérieur aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, un effet qui est supérieur aux corticoïdes à partir de la 6e semaine, et on va diminuer significativement la prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires chez les patients. En plus, on va augmenter la mobilité articulaire, et donc il y a plusieurs études américaines qui ont très bien montré qu'avec des centaines de milliers de patients, qu'on repousse la pose d'une prothèse de genou de 24 à 42 mois avec les dernières générations d'acide hyaluronique. Les études montrent également qu'il faut privilégier la mono-injection. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a d'aussi bons résultats qu'avec un protocole en 3 injections. Ça fait moins mal au patient, ça lui évite de revenir 3 fois. Ça ne lui coûte pas plus cher. Donc il faut vraiment privilégier la mono-injection. Donc là, je vous ai mis des exemples d'acide hyaluronique qui sont disponibles sur le marché, qu'on fait en mono-injection. Là, je vois que j'ai fait une petite erreur parce que c'est le Goon One. En général, il s'appelle One quand il y a une seule injection. Alors, j'ai voulu mettre ça pour vous montrer qu'en fait, bien sûr, l'efficacité de l'acide hyaluronique va varier avec le stade de l'arthrose. Donc là, vous avez les 4 stades d'arthrose de Kellgren-Lawrence. Et bien sûr, on a des résultats qui sont bien meilleurs avec une arthrose débutante qu'avec une arthrose très sévère. Moi, je verrais plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Je dirais que quand on a des patients qui ont une arthrose très sévère, qu'on ne peut pas opérer ou qui ne veulent pas être opérés, eh ben, on peut quand même leur proposer de faire ces injections d'acide hyaluronique. Alors là, c'est le Synvisc, la dernière génération, celui qui est très visqueux. Mais on arrive quand même à soulager efficacement 58% des patients qui ont une arthrose très sévère. Alors ça, c'est pour vous montrer aussi l'intérêt des acides hyaluroniques de dernière génération. Donc vous avez le VA du patient en fonction du temps. Ici, vous avez le hyaluronate de sodium, donc la première génération, et puis vous avez donc les derniers gels les plus récents. Et vous voyez qu'avec les gels plus récents, on a une efficacité qui est supérieure, qui arrive plus vite dès la 6e semaine, et surtout qui va être beaucoup plus constante dans le temps, avec une efficacité qui est encore tout à fait intéressante, même à 12 mois de l'injection. Alors les études ont aussi permis de déterminer un certain nombre de facteurs prédictifs de bonne ou de mauvaise réponse. Donc les facteurs prédictifs de bonne réponse, c'est le patient qui a une arthrose légère à modérée, qui prédomine sur le compartiment fémoro-tibial, qui est actif, parce que plus il va bouger, plus il va tapisser le gel sur ses surfaces articulaires, et qui a peu d'épanchement intra-articulaire. Et les facteurs prédictifs de mauvaise réponse, c'est le patient qui a une arthrose sévère, plutôt fémoro-patellaire, qui est obèse et qui a un épanchement intra-articulaire abondant. Alors, c'est super, ça marche la viscosupplémentation, mais à quel prix? Alors, l'acide hyaluronique n'est plus remboursé par la Sécurité sociale depuis juin 2017. Donc, c'est un traitement qui est coûteux pour le patient, clairement. Selon le type d'acide hyaluronique, ça va coûter entre 50 et 170 € le gel. Et puis également, selon la pharmacie. Pourquoi? Parce que l'acide hyaluronique, ce n'est pas un médicament, c'est considéré comme un dispositif médical. Et donc, il y a très peu de mutuelles qui le prennent en charge. Et le pharmacien va aussi prendre une marge sur le produit. Donc moi, je conseille aux patients d'appeler plusieurs pharmacies, de comparer les prix. On peut avoir des écarts de 20-30 € sur le gel, pour les gels les plus coûteux.
Alors il y a de nombreux gels qui sont disponibles sur le marché, hein, c'est un peu difficile de s'y retrouver, il en sort encore de temps en temps. Alors je vous ai fait un tableau, c'est pas du tout exhaustif, hein, c'est vraiment pour vous donner un aperçu de tout ce qu'on trouve fréquemment, d'ailleurs plutôt utilisé dans la région de Toulon. J'en ai choisi quelques-uns. Le risartrum, moi j'aime bien l'utiliser, je trouve qu'il marche bien dans les articulations des doigts, notamment dans la rhizarthrose. Alors le fabricant dit qu'il faut faire 3 injections à 7 jours d'intervalle. Moi en pratique je trouve qu'avec une injection on a déjà de très bons résultats. Bon, peut-être on peut faire une deuxième à 6 ou 12 mois, mais je fais jamais les 3 injections. Et puis c'est un produit qui coûte pas très cher, 40 € et qui est quand même, je trouve, très efficace. Deuxième produit que j'ai voulu mettre en avant, c'est l'Artrum Vis 75. Parce que c'est un produit qui est très prescrit par les orthopédistes dans la région de Toulon. Moi j'ai beaucoup de demandes avec de l'Artrum Vis 75. C'est vrai que ça marche bien dans le genou, c'est facile à retenir, c'est l'Artrum 75, 75 €. Le Go-On-One, je l'ai mis là parce que c'est le moins cher. Voilà, donc c'est pas forcément pour moi le meilleur, mais en tout cas il marche quand même, et pour les patients qui ont un petit budget, c'est le moins cher. Et puis, vous l'avez compris, celui que je préfère, même si j'ai pas d'action dans le laboratoire, c'est le Synvisc One, parce que pour moi c'est vraiment celui qui apporte le plus d'amorti au genou. Donc si votre patient peut se l'offrir, même s'il est très cher, franchement moi j'ai des retours très positifs avec ce produit. Petite subtilité, c'est le seul produit qui n'est pas synthétisé de manière artificielle, hein, c'est fait avec des extraits de crêpes de coq, donc si vous avez des patients véganes, il faut quand même les informer. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces quelques minutes passées ensemble? Il y a clairement une efficacité qui est prouvée pour l'injection intra-articulaire d'acide hyaluronique. Il y a un effet anti-inflammatoire, lubrifiant, chondroprotecteur. L'action, elle est plus progressive que les corticoïdes, mais elle est prolongée. Ça marche pour toutes les articulations périphériques. Ça réduit clairement la consommation d'antalgiques et d'anti-inflammatoires. Ça retarde la pose d'une prothèse. C'est plus efficace dans l'arthrose légère à modérée. Ça reste un traitement coûteux, donc il faut bien informer le patient de tout ça. Voilà, je vous remercie. Donc moi Julien Vaccaro, je continue la présentation sur toute la gamme de la prise en charge des douleurs périphériques avec le PRP qui est plutôt à la mode en ce moment. On en parle beaucoup mais tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est et dans quel cas on peut vraiment l'utiliser ou ne pas l'utiliser. On va commencer par simple généralité et après parler des 2 grands cadres pathologiques dans lesquels on peut l'utiliser, qui sont les pathologies arthrosiques et les pathologies tendineuses. Quelques généralités d'abord pour dire ce que c'est. Donc c'est du plasma tout simplement enrichi en plaquettes. On fait une prise de sang. Vous verrez un petit peu après comment ça se passe de façon purement technique. Mais on le centrifuge pour obtenir du plasma enrichi en plaquettes avec un facteur, avec une concentration plaquettaire plus élevée à la concentration physiologique. Donc il y a plusieurs possibilités. On est parti sur du très faible ou très élevé. Les quelques études qui sont existantes montrent que le ratio le plus adapté est d'environ 2, d'accord ? Il faut plus se baser sur cette concentration plus que sur le nombre de plaquettes dans le substrat, parce que tout simplement il dépend du nombre de plaquettes à la base. Donc quelqu'un qui a beaucoup de plaquettes pourra avoir une concentration riche, mais c'est vraiment le rapport entre les deux qui devrait être choisi. Et en fait, plus que les plaquettes, ce qui nous intéresse, c'est les facteurs de croissance et les cytokines qui sont associés, soit naturellement, soit celles qu'elles vont sécréter lors de leur activation. Le principe de base repose sur le pouvoir régénératif des plaquettes en essayant de reproduire dans l'articulation ou dans le tendon ce qui se passe naturellement lors d'une lésion du tissu vasculaire, du tissu endothélial, quand on se coupe ou autrement, puisque les plaquettes, vous le savez, vont aider à la réparation de ce tissu pour le restituer à l'intégrant. Donc les plaquettes en fait vont aller stimuler essentiellement les cellules souches locales pour participer à un pouvoir de reconstruction tissulaire qui est très modéré quand même, avouons-le, mais surtout elles vont permettre de réduire l'inflammation. Le plus gros rôle du PRP est dans la réduction de l'inflammation dans la zone pathologique. Donc en pratique, comment ça se passe? En 2 temps. D'accord, le patient rentre dans la salle, est accueilli par le manipulateur lui fait une prise de sang. Tout se passe dans des conditions stériles. Il doit ensuite transférer la prise de sang dans
dans ce petit dispositif, d'accord, qui est le tube de PRP qui va être citraté pour pas de coagulation. Et ensuite, c'est transféré simplement dans une centrifugeuse. Pendant 15 à 20 minutes, ça va centrifuger. Une seule centrifugation suffit à forte vitesse pour obtenir ceci. Donc on a vraiment une séparation des différents éléments figurés du sang avec le plasma et les plaquettes en superficie, les globules blancs et les globules rouges qui restent en profondeur. Ensuite, le temps du radiologue qui récupère donc de façon stérile le plasma dans la quantité souhaitée. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure combien on prend, en faisant bien attention de ne surtout pas récupérer la zone avec les globules rouges et les globules blancs, puisque la qualité du PRP en fait est essentiellement liée à sa pureté. Au plus il y a de globules blancs et au plus il y a de globules rouges, au moins il sera efficace et même au plus il sera néfaste. Puisque les globules rouges en particulier ont un effet chondrotoxique connu, et donc si on a rien à faire dans l'articulation, donc si on les met, on va avoir un effet plus délétère qu'autre chose. Et ensuite donc, pardon, on injecte donc ici dans un genou sous contrôle scopique, à savoir que je vais traiter que le cas du genou et de la gonarthrose, puisque le PRP est déjà un petit peu discuté de façon générale, mais le seul cas où vraiment il a un intérêt, c'est la gonarthrose, d'accord. On peut des fois discuter de le faire dans l'articulation comme la hanche ou dans des épaules, mais clairement en termes d'efficacité, c'est pas du tout établi. Bon, pourquoi le PRP dans l'arthrose? Rappel physiopathe sur l'arthrose, qui repose sur un déséquilibre entre la synthèse et la dégradation du cartilage, qui va entraîner une dégradation trop rapide du cartilage, une grosse inflammation de la synoviale et des remaniements de l'os sous-chondral. Classiquement, les traitements symptomatiques, puisque l'arthrose, quand elle est là, on va pas la guérir, vous le savez, donc c'est des traitements symptomatiques qui vont de symptotalgiques aux anti-inflammatoires. Après, on peut passer aux infiltrations ou à la visco, mais tous ces traitements ont une efficacité variable et surtout une durée limitée. Donc l'idée du PRP était de s'en servir pour servir son effet chondroprolifératif, qui est donc discuté, mais qui existe quand même sur des études in vivo et in vitro. On note une augmentation du cartilage après injection du PRP, mais c'est surtout son effet anti-inflammatoire sur la membrane synoviale qui va être utilisé en réduisant l'inflammation. Le protocole, c'est 1 à 3 injections. Le volume, pareil, est discuté entre 5 et 8 cc. À savoir que si on en met trop, en fait, étonnamment, on a un effet qui est plutôt néfaste. Enfin, quand je dis néfaste, on ne va pas aggraver l'arthrose, mais simplement l'effet antalgique sera moindre sur le patient. Les critères de réussite, ils sont uniquement symptomatiques. Il n'y a pas spécialement d'intérêt à refaire des radios. On ne va pas retrouver un genou neuf sur des radios après un PRP. Même l'IRM, il y a des gens qui se sont amusés à faire des mesures d'épaisseur cartilagineuse après traitement par PRP. Il n'y a aucun intérêt à le faire. C'est uniquement la symptomatologie, donc un délai de 6 semaines pour voir s'il y a une efficacité sur la douleur et sur le pronostic, et notamment sur les valeurs fonctionnelles, pour voir si le patient est handicapé ou pas. 1 à 3 injections, ça dépend un petit peu de chacun. Honnêtement, moi j'en fais qu'une seule à chaque fois. Sur les genoux qui sont à des stades précoces d'arthrose, il n'y a pas de nécessité d'en faire plus. Donc les recommandations dans la gonarthrose, c'est essentiellement la gonarthrose faible à modérée, c'est vraiment les cibles prioritaires. La gonarthrose sévère, c'est vrai qu'on pourrait se dire quel intérêt d'injecter un PRP, j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout de cartilage. Donc sur le facteur chondroprolifératif, évidemment c'est nul. Par contre sur la composante inflammatoire, ça peut avoir un intérêt. Donc un patient qui a une gonarthrose sévère, très inflammatoire, en poussée congestive, avec un épanchement, ça peut se discuter. À savoir que, je le répéterai après, en phase inflammatoire, en poussée congestive avec un gros épanchement, il faut d'abord évacuer l'épanchement, un petit peu comme pour la visco, évacuer l'épanchement, voir si ça suffit ou pas, et après on vérifiera le PRP. L'âge moyen et surtout le faible IMC. Le faible IMC, c'est pas que c'est plus efficace si on est mince,
mais c'est que la gonarthrose, en pratique, le patient qui est en surpoids devra perdre du poids pour améliorer sa symptomatologie. Attention à vouloir faire du PRP trop facilement, ça va aussi pour l'infiltration et le viscosupplément. Il faut quand même s'assurer qu'il n'y ait pas de facteurs confondants qui puissent expliquer la douleur du patient. On peut avoir l'arthrose, mais on peut aussi avoir une grosse méniscopathie avec une inflammation périméniscale, et dans ce cas-là, on fera plus une infiltration périméniscale qui sera plus efficace en termes de symptomatologie. Si la teinte sous-chondrale est trop évoluée, au final, le PRP aura peu d'intérêt, puisque même s'il diminue l'inflammation de la membrane synoviale, la douleur sera essentiellement osseuse en fait, et pas articulaire. Donc l'épanchement, comme je le disais, qui sur la distension en fait, va créer de la douleur, et c'est ça qui va être plus douloureux pour le patient. De toute façon, nous on le voit, généralement les patients qu'on pique, quand on leur fait très mal dès qu'on pique, avant le contact osseux, ça prouve en fait que leur douleur n'est pas vraiment articulaire, mais elle est plus synoviale sur justement cette distension. Donc, en cas d'épanchement, d'abord on vide le genou, on l'assèche et on discute de faire un PRP après ou pas. Et enfin l'ostéochondrome, puisqu'on peut mettre autant de PRP qu'on veut, s'il a un fragment osseux 1 cm dans le genou, ça continuera à faire mal. Un rappel sur les différents grades de l'arthrose, donc les grades 1 et 2 qui sont les grades les plus faibles et qui sont les grades sur lesquels le PRP sera le plus intéressant. Les grades 3 et 4 sur lesquels on peut le discuter, qui le sont un petit peu moins, mais qui peuvent quand même l'être et qui peuvent souvent quand même retarder au moins la prise en charge chirurgicale du patient, même si vous verrez plus tard qu'il y a encore d'autres alternatives thérapeutiques avant la chirurgie. La pathologie tendineuse. Pourquoi et quand le PRP? Qu'est-ce que la tendinopathie? L'évolution classique d'une tendinopathie, c'est à peu près 12 semaines, une grosse phase inflammatoire, une phase de réparation qui peut être longue, et ensuite une phase de cicatrisation. Le problème vient souvent de petits soucis qui se passent pendant la réparation, avec des altérations structurelles qui se créent dans le tendon, des fissures en particulier, et qui vont empêcher la cicatrisation et entraîner une chronicisation. Toujours évidemment une prise en charge non radiologique à la base, avec de l'antalgie simple et de la rééducation en première intention, mais si on arrive en phase d'échec thérapeutique avec une pathologie qui se chronicise, l'infiltration peut se discuter. Mais le PRP, là, par contre, prend vraiment tout son sens dans les tendinopathies, notamment fissuraires, puisque le tendon est vraiment lésé en lui-même, d'accord, son squelette morphologique est altéré. Et donc, en injectant directement, de façon locale et très ciblée, les facteurs de croissance qui sont normalement présents dans ces différentes phases de la cicatrisation tendineuse dans la lésion, on va accélérer le processus et peut-être même le remplacer quand il ne se fait pas tout seul. Ça peut se faire dans évidemment tous les tendons, mais c'est plus fréquent et plus efficace dans les tendons calcanéens et épicondyliens. Les tendons calcanéens, c'est très intéressant parce qu'on ne peut pas les infiltrer. Donc du coup, c'est une vraie alternative dans les tendinopathies chroniques achilléennes qui sont souvent très douloureuses et très handicapantes. Le niggling, qu'est-ce que c'est? C'est la technique qu'on utilise pour réaliser le geste. Sous échographie, on va faire une vraie ténotomie, c'est-à-dire qu'on va cribler le tendon avec notre aiguille. D'accord, là vous voyez, on remplit de belles cavités, d'accord, mais en pratique, on va remplir la cavité, mais on va surtout vraiment triturer le tendon. Mais on va y aller vraiment comme des sagouins pour créer une inflammation locale. C'est des gestes qui se font aussi au bloc opératoire, hein. Il y a des chirurgiens qui le font, beaucoup de chirurgiens le font, sauf que eux ils ouvrent et ils y vont avec leur scalpel. Nous on le fait par voie percutanée, donc il faut le savoir parce que le patient il s'imagine qu'il va avoir une petite infiltration simplex. On va lui faire son PRP, 2 jours après il va remarcher, il va pouvoir recourir, la vie est belle. En fait non, le geste est extrêmement douloureux. Si vous voulez tester, vous pouvez vous piquer le tendon, vous allez voir, c'est pas très sympathique. Sauf qu'il est très inflammatoire et qu'on y va franchement. On injecte du liquide dans le tendon, dans un tendon qui est cavitaire sur une fissure, on va dire qu'on remplit la fissure. Donc bon, on comble l'espace vide, ça passe.
sur un tendon qui est plein, il n'est pas fait pour recevoir du liquide. Quand en plus on le remplit, le patient n'apprécie pas. Donc il faut l'avertir avant quand même il y a une gestion de la douleur pendant le geste et que la prise en charge péropératoire, c'est une vraie prise en charge post-opératoire comme une prise en charge suite à un chirurgien. Sauf qu'il ne sortira pas avec un gros plâtre, un redon et tout, mais il aura une vraie prise en charge particulière. Donc la douleur. Geste très douloureux, d'accord. Donc on préconise une antalgie avant le geste. Un antalgique de grade 2 simple, 1 heure avant le geste, va déjà aider à participer à lever la douleur pendant le geste. Pendant le geste, différentes possibilités. Nous on utilise du méopa si le patient l'accepte, pour le faire un petit peu planer pendant le geste. Honnêtement, c'est pas magique le méopa. Ça a beau l'aider, il est quand même bien présent. Surtout que ça dépend évidemment du patient, même s'il est aidé par une aide-soignante pour lui administrer, c'est pas forcément bien administré tout le temps et le patient est souvent douloureux. Ce qui se développe de plus en plus, pas que dans ce type de geste, mais c'est très à la mode et c'est très efficace, c'est l'hypnose conversationnelle. On ne l'a pas encore en place dans nos structures, mais on a une aide-soignante qui va être formée à cette technique pour pouvoir l'utiliser. Les médecins également vont y être formés pour pouvoir l'utiliser. On va tester également les casques de réalité virtuelle pour extraire un petit peu les patients de l'ambiance en fait, de la salle du geste et les mettre dans des conditions psychologiques un petit peu plus agréables. Pendant le geste, après le geste, donc il y aura une immobilisation antalgique. Par orthèse pour le membre supérieur, la suspension d'appui pour le membre inférieur, des antalgiques. Et le point le plus important du topo, c'est surtout pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien, puisque je vous le rappelle, on injecte des plaquettes, et vous savez tous le rôle inhibiteur des INS sur les plaquettes. Donc si on donne aux patients des INS avant ou après le geste, c'est comme si on lui avait injecté que dalle, globalement. D'accord ? Donc c'est le plus important. Je ne reviens pas sur la consultation qu'on réalise, d'accord ? Ça, éventuellement, vous pouvez le dire à vos patients, mais pour le PRP, comme pour tous les autres gestes, on voit le patient en consultation. Et donc tout ça, vous inquiétez pas, on lui dit. Un petit exemple de protocole post-procédure, qui est un protocole qu'on suggère, mais qui après, en fait, est un petit peu libre à chaque praticien, puisque nous, on voit le patient pendant le geste, on peut lui prescrire les orthèses ou matériel de décharge pour la suite immédiate du geste, mais après, une fois qu'il est parti, en pratique c'est souvent donc, le médecin généraliste prescripteur ou le kiné qui va prendre la suite, qui va le voir et qui va pouvoir adapter ce protocole au patient. L'idée globalement c'est que dans la phase très inflammatoire, donc surtout J0, J2, décharge complète pour le membre inférieur, pour un coude au corps à but antalgique et surtout le plus important c'est une orthèse de poignet. L'orthèse de poignet pourquoi ? Parce qu'en fait on va soulager les extenseurs, donc il n'y aura plus de tension sur les épicondyliens. Et après un protocole RACE classique comme pour une grosse inflammation. J3, J14, on lève progressivement la décharge avec une botte de marche, mais l'appui est possible. On sort progressivement l'orthèse pour le membre supérieur et on commence par une mobilisation active. Et ensuite, de J14 à M3, la prise en charge elle est quand même très très longue dans la phase post-geste, on part sur 3 mois. Le sevrage complet des différentes immobilisations et une kiné progressive pour reprendre une activité la plus normale possible. Généralement, après ça, quand le patient va mieux, ce qui est quand même très fréquent, notamment pour le tendon, soit il a encore mal, et s'il revient nous voir, c'est qu'il a vraiment envie d'aller mieux. Parce que après avoir un PRP, le patient généralement s'en rappelle et il ne veut plus recommencer. D'accord ? Sachez que c'est très long la douleur. Malgré tout ça, c'est pas étonnant d'avoir des patients qui ont mal 10 à 15 jours, vraiment sur le site d'infiltration du PRP. Donc soyez pas surpris, si le patient vient vous revoir à cause de la douleur, il n'y a pas forcément de complications ou d'échecs thérapeutiques. C'est simplement que le tendon, il faut vraiment le temps qu'il se remette de tout ça. Les contre-indications, interactions. Alors il y a peu de vraies contre-indications, d'accord ? Elles sont basées sur des recommandations d'experts et plus sur des grosses précautions. On évite de faire ce type de geste en cas d'infection générale ou sur le site d'injection. Ça c'est général à toute infiltration. En cas de maladie inflammatoire,
ou en poussée, et en cas de néoplasie évolutive. Pareil. Il n'y a aucune étude qui a montré quoi que ce soit là-dessus, mais pour le moment, les recommandations, c'est la précaution dans ces pathologies-là. Et en cas de pathologie plaquettaire, qualitative ou quantitative, si les plaquettes sont déficitaires ou inactives, aucun intérêt d'en injecter. Les interactions, pas d'anesthésiques locaux en cas d'injection de PRP pour ne pas altérer les plaquettes. Le produit de contraste, on peut en injecter, on est obligé d'en injecter pour savoir où est-ce qu'on injecte dans le genou, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Les anti-inflammatoires, donc je vous l'ai dit, contre-indiqués, donc pas d'anti-inflammatoires une semaine avant et une semaine après. Petite particularité pour les anti-agrégants plaquettaires en cas de pathologie cardiovasculaire, évidemment qu'il y a un rôle d'inhibition plaquettaire, mais là la balance bénéfice-risque est clairement en défaveur du bénéfice, donc on les maintient. Après à discuter et voir s'il y a un vrai intérêt du coup de faire ce PRP. Pour ce qui est des éventuelles co-injections avec une infiltration, on ne le fait pas, d'accord ? On ne fait pas d'infiltration concomitante avec une infiltration. Pourtant, il pourrait y avoir un intérêt en se disant que l'infiltration va réduire de façon immédiate la douleur, puis le PRP va réduire la douleur sur du long terme, mais on préfère ne pas le faire. Par contre, avec le viscosupplément, ça peut se faire. Il y a même quelques études qui ont démontré que c'est plus efficace. Donc, notamment dans les gonarthroses plus élevées, on peut largement faire du viscosupplément dans le même temps, soit en injectant 2 seringues différentes, soit maintenant les laboratoires fournissent des tubes avec un viscosupplément déjà injecté. Et donc, en fait, la manipulation est la même, simplement il y a du viscosupplément en plus. Donc, en conclusion, les deux grands cadres, c'est la gonarthrose de faible à intermédiaire, les tendinopathies chroniques ou fissuraires. La prise en charge doit être globale, et notamment la prise en charge de la douleur et la rééducation post-interventionnelle. Et là, c'est vrai que le médecin prescripteur et le kiné a un rôle primordial, parce qu'au final, on a pu injecter le meilleur produit du monde, le PRP le plus riche en plaquettes et le plus pur. Si derrière la prise en charge de kiné n'est pas optimale et n'est pas vraiment adaptée, ça servira à rien. Pensez aux facteurs secondaires douloureux, comme je vous l'ai dit, un genou qui a le déclenchement ou qui a une pathologie méniscale, le PRP malheureusement ne sera pas efficace. Et la contre-indication des AINS pour tout simplement ne pas éliminer l'effet des points. Je vous remercie. On y va. Donc en introduction, les douleurs rachidiennes sont extrêmement fréquentes. C'est la première cause de morbidité dans le monde. Dans les dernières données épidémiologiques disponibles, sur 100 000 sciatiques par an en France, il y en a quand même 37 000 qui sont opérés. L'histoire naturelle de cette douleur est la régression spontanée des symptômes en 4 semaines pour la majorité. Et c'est pourquoi le traitement d'une douleur rachidienne est d'abord médical, avec un traitement essentiellement par anti-inflammatoire, du repos et plus ou moins une rééducation. Le bilan d'imagerie en coupe par scanner ou IRM est indiqué après 6 semaines de douleur, en l'absence de signes de gravité. Ok. Les infiltrations rachidiennes sont apparues comme un traitement de seconde intention pour améliorer la qualité de vie des patients et surseoir à une chirurgie, avec 2 buts principaux à visée thérapeutique, notamment dans la radiculalgie, après échec du traitement médical, et à visée diagnostique quand les symptômes ne sont pas clairs et quand on n'arrive pas à corréler vraiment l'imagerie et les symptômes. Ces infiltrations rachidiennes ont été en augmentation croissante ces 20 dernières années. Et du fait de cette augmentation et du nombre croissant d'infiltrations réalisées, il y a eu des publications sur des complications neurologiques ischémiques qui sont rarissimes, mais qui ont valu aux autorités de santé d'émettre des recommandations, notamment l'AFSAPS en 2011, pour encadrer cette pratique. Un petit rappel sémiologique sur les anomalies qu'on rencontre en imagerie. La douleur radiculaire, comme vous le savez, c'est une douleur qui suit un trajet métamérique, innervé par une racine. À l'étage cervical, il s'agit de la névralgie cervico-brachiale. Et en C2, c'est la névralgie d'Arnold, avec le nerf grand occipital. À l'étage lombaire, la lombocruralgie et la lombosciatalgie. Généralement, il y a une bonne corrélation entre les anomalies qu'on voit à l'imagerie et les signaux cliniques.
L'irritation de la racine pouvant être due à 2 causes principales, la protrusion discale qui va comprimer la racine dans le canal, ou la sténose foraminale lors de la sortie du canal d'origine discale ou osseuse. J'ai mis sauf pour l'arnoldalgie, puisque dans les névralgies d'Arnold, souvent le bilan d'imagerie revient négatif. On continue avec un deuxième grand cadre de douleur rachidienne qui est la douleur articulaire postérieure ou syndrome facétaire. On voit ici l'illustration par un scanner en coupe sagittale où on voit une arthrose des massifs articulaires postérieurs. Comme vous le savez, c'est une douleur en barre qui est majorée à la station debout, majorée à l'inclinaison latérale ou à l'hyperextension du rachis et à la pression. Dans ce cas-là, il y a une mauvaise corrélation entre l'imagerie, les anomalies qu'on voit à l'imagerie et la clinique. On a beaucoup de patients chez qui on décrit une zygarthrose sont asymptomatiques. C'est pourquoi la meilleure preuve de l'origine facétaire aux douleurs est le test diagnostique infiltratif. La douleur discale qui peut être d'origine inflammatoire par une inflammation du disque sur les plateaux sus et sous-jacents. Ici, on a une illustration d'une IRM rachidienne où on voit une discopathie appelée modique 1 de type inflammatoire avec un œdème en miroir des plateaux vertébraux. Donc l'horaire, comme son nom l'indique, est inflammatoire avec une acutisation nocturne et une raideur matinale. Les douleurs sont augmentées à l'hyperextension. Les douleurs par sténose canalaire, donc ici voilà une imagerie par une IRM où on voit une sténose canalaire qui prédomine à l'étage L4, L5. Donc on comprend bien que les racines, le rétrécissement canalaire va irriter plusieurs racines. Donc du coup, il va y avoir une symptomatologie beaucoup plus imprécise, pluriradiculaire, avec des trajets qui vont être tronqués, qui vont être imprécis. Un mode d'apparition plus progressif par rapport à la monoradiculalgie, où on ne va pas avoir vraiment de facteurs déclenchants. Et un élément important, c'est la claudication, c'est-à-dire la douleur ou la faiblesse des membres inférieurs qui apparaît après un certain périmètre de marche. Un petit rappel sur la terminologie qu'on emploie dans nos comptes rendus. Il y a 2 grands cas. Il y a le bombement discal qu'on oppose à la hernie discale. Donc le bombement, c'est quelque chose de global, de plus de 25%. C'est un débord de plus de 25% du disque qui est lié en fait globalement à la déshydratation du disque qui va s'étaler en fait de façon plus ou moins symétrique. À la différence de la hernie, qui n'est pas du tout la même physiopathologie, c'est une fissure en fait dans la partie périphérique du disque avec une saillie du nucléus en fait focal, donc de moins de 25%. Et en fait, nous on les classe en protrusion ou extrusion selon si la base en fait est plus large. Donc quand la base est plus large que les autres diamètres, on parle de protrusion. Quand la base est plus étroite, on parle d'extrusion. Et là voici en troisième exemple une illustration d'extrusion qui est en fait l'évolution naturelle de la protrusion qui va être éliminée par le tissu de granulation de l'épidural. Et voilà, donc voilà. Avant l'infiltration, on l'a répété dans tous les topos, c'est primordial une consultation radiologique pour tout d'abord vérifier l'indication de l'infiltration. Donc comme on l'a dit au début, ce traitement c'est un traitement de seconde intention qui est indiqué quand les douleurs persistent au bout de 6 semaines de traitement médical. Il faut bien sûr que le bilan d'imagerie soit complet avec un scanner ou une IRM récente de moins de 3 mois et l'absence bien sûr de critères de gravité qui justifieraient d'un avis chirurgical. On va vérifier la corrélation entre l'imagerie et les signes cliniques et on va pouvoir choisir en fait le type d'infiltration. Donc on va illustrer après tout à l'heure les différentes voies d'abord. À savoir que par exemple, j'ai mis par exemple une radiculalgie L5, elle peut être liée à une irritation de la racine dans le canal par une protrusion, comme on a vu tout à l'heure, ou à sa sortie un peu plus bas, à l'étage du dessous. Donc c'est à savoir quel étage on infiltre, quelle voie d'abord on utilise, c'est primordial. Anticiper également le trajet de l'aiguille et repérer les difficultés éventuelles. On élimine les contre-indications. La seule contre-indication formelle, c'est l'infection. Les autres contre-indications sont relatives. Donc chez un patient immunodéprimé, bien sûr, avec le médecin, l'infectiologue référent, avoir une consultation spécialisée. Chez la femme enceinte, ça a été décrit, ça peut être proposé une infiltration sous échographie par la voie du hiatus, qu'on verra tout à l'heure. Le diabète ou l'hypertension ne contre-indiquent absolument pas l'infiltration, mais doivent être encadrés avec un contrôle de la glycémie et de la tension, les pathologies psychiatriques bien évidemment. Et j'ai rajouté l'antécédent opératoire,
qui est en fait une contre-indication relative, mais qui nécessite absolument une consultation, en fait, un avis multidisciplinaire avec le chirurgien référent. Pourquoi? Parce que ça a été prouvé dans les études, les fameuses complications neurologiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'essentiel de ces complications sont arrivées sur des infiltrations sur rachis opérés. Pourquoi? Parce que en fait, ça a été montré qu'il y a une néovascularisation. Comment? Ah pardon, je crois que c'était une question. Ça a été montré qu'il y avait une néovascularisation avec des communications avec les artères à destinée médulaire. Et donc de façon exceptionnelle, il peut y avoir ce type de complications. Donc qu'est-ce qu'on préconise? Une consultation avec le chirurgien référent pour discuter en fait tout simplement d'infiltrer à un autre étage, plus ou moins par la voie du hiatus qui est complètement à distance et qui est dépourvu de ce type de risque. Et on verra par ailleurs aussi d'utiliser un autre type de corticoïde qui est non particulaire et pour lequel il n'y a pas eu de complications décrites. On l'a répété et répété. La gestion du risque hémorragique, un bilan de coagulation est toujours indiqué avant ce type de geste. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour le risque hémorragique au niveau du rachis, il y a deux parties. Il y a le risque lié au type d'infiltration. Donc c'est stratifié en trois risques. Là j'en ai mis deux, mais en gros risque faible, ce sont les infiltrations articulaires postérieures, lombaires, sacro-iliaque. Risque intermédiaire, les infiltrations épidurales, foraminales, par la voie du hiatus et articulaire postérieure. Pour les risques faibles, les anticoagulants peuvent être poursuivis. Les risques intermédiaires également, mais il faut prendre en compte également le risque lié au patient. L'âge avancé, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance rénale augmentent le risque de saignement. Et donc, c'est au cas par cas à discuter pour les risques intermédiaires en fonction du médecin correspondant. Et toujours penser à la balance bénéfice-risque avec le risque thromboembolique. Ça a été montré dans les études que en fait, le risque thrombotique est beaucoup plus important que le risque hémorragique lié au geste. Donc arrêter un médicament comme ça n'est pas dénué de complications. Avant l'infiltration, on informe le patient sur le déroulement du geste afin de diminuer son stress lors de l'examen, lors de l'infiltration. On informe bien sûr des suites prévisibles, que les douleurs peuvent être majorées dans les 48 premières heures, qu'il faut poursuivre le traitement antalgique, qu'il est nécessaire de respecter un repos articulaire relatif d'au moins 48 heures, et que le délai d'action des corticoïdes est retardé de 3 jusqu'à 10 jours après l'infiltration. On va l'informer également des effets indésirables et des risques de complications. L'immense majorité des cas, la complication qu'on a, c'est un malaise vagal. On a également les complications liées aux corticoïdes qu'on va pas répéter. Le risque infectieux qui est devenu de plus en plus rare avec les nouveaux protocoles d'asepsie. Quand même prévenir le patient des signes d'alerte devant faire reconsulter. Le risque de brèche durale et donc de céphalée, en expliquant au patient que c'est quelque chose qui est résolutif, sous traitement symptomatique, plus ou moins avec après un bout de patch. Et le risque neurologique, on se doit de l'informer, même si ces complications, il y a une quarantaine de cas décrits, c'est exceptionnel, mais voilà, c'est ce qui est recommandé par l'AFSAPS. En gros, le risque neurologique, j'ai illustré deux exemples. Il est principalement dû en fait, au risque d'hématome épidural et de compression directe du cordon médulaire ou des racines. Et les fameuses complications exceptionnelles ischémiques, en fait, ça a été démontré dans une étude récente. En fait, elles sont liées aux corticoïdes de type particulaire, donc l'hydrocortensile qu'on utilise pour les voies épidurales lombaires, qui en fait vont avec les globules rouges s'agglutiner et former en fait des caillots et avec risque d'occlusion si jamais il y a une communication avec les artères médulaires. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, très peu de probabilité, mais donc ces corticoïdes particulières. On a trouvé des corticoïdes non particulières, la dexaméthasone, qui ne donne pas ce type de complications. Donc chez les patients qui ont été opérés, on va choisir plutôt ce type de corticoïdes. Voici les méthodes de guidage qu'on peut utiliser pour réaliser les infiltrations. Donc j'ai le guidage radiologique, scopique, qui présente l'avantage d'avoir une grande disponibilité et une grande rapidité quand l'opérateur est entraîné. Et le guidage scanner, qui est le guidage optimal, avec un très bon contrôle de l'aiguille, de la position exacte de l'aiguille et de la diffusion du produit de contraste avant l'injection. Ces inconvénients sont l'irradiation, un temps plus important, un temps machine plus important et un coût plus élevé. Voici comment ça se passe. Le patient est en procubitus ventral et devant nous, on a ces trois coupes successives de bas en haut et ça nous permet de savoir où est située notre aiguille et de contrôler.
On va voir les différents types d'infiltration et leurs indications. Donc, on commence avec l'infiltration épidurale lombaire. Donc, ces indications sont la douleur radiculaire ou la sténose canalaire après échec du traitement médical. Globalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir avec une aiguille de PL au contact du ligament jaune. Donc on voit ici l'aiguille qui est au contact du ligament jaune. Et on va venir injecter sous pression du produit de contraste, en fait. Et dès qu'on a un relâchement de la pression, ça veut dire qu'on est dans l'espace épidural. On va venir faire un contrôle et avoir la preuve que le produit de contraste diffuse bien dans l'espace épidural, comme ici. Le corticoïde de choix dans cette voie, c'est l'hydrocortencil, qui est le seul corticoïde qui a l'AMM dans cette voie-là. Et l'efficacité dans les méta-analyses est d'environ 75%, avec 75% d'amélioration des symptômes dans les 60 jours. La fameuse infiltration par le hiatus sacro-coccygien, donc le hiatus qui est à l'extrémité basse du sacrum. Quelles sont ses indications principales? C'est la douleur radiculaire avec antécédent opératoire rachidien lombaire. Cette voie présente l'avantage du coup de ne pas avoir les fameuses communications et la néovascularisation liées à l'opération, et absence de risque de brèche durale puisque le fourreau dural s'arrête plus haut, il s'arrête en F2. Son efficacité, donc des études ont montré sa non-infériorité par rapport à la voie épidurale. L'infiltration épidurale cervicale par la voie articulaire postérieure. Donc en fait, à comprendre, ça paraît un peu compliqué, mais en fait, on va passer par le massif articulaire postérieur. En fait, on va créer une communication entre le massif articulaire et l'espace épidural, en fait, en mettant sous pression la capsule et en la faisant se rompre sur le versant épidural. Elle présente l'avantage de ne pas être proche, d'être à distance des vaisseaux et d'avoir beaucoup moins de risques de complications de type neurologique. Ces résultats sont proches de la voie foraminale et les douleurs sont bien calmées, les douleurs faibles à modérées sont bien calmées. Les infiltrations par voie foraminale. Alors là, il y a plusieurs problématiques. Déjà, depuis 2017, il y a l'arrêt du corticoïde, du seul corticoïde qui avait l'AMM dans cette indication, dans la voie foraminale, c'est l'Altime, qui est plus commercialisé depuis 2017. De plus, dans les études sur les complications neurologiques, je vous ai dit que c'était essentiellement des post-opératoires. Le deuxième grand groupe, c'est les voies foraminales. C'est les deux qui augmentent le risque de complications neurologiques. Les sociétés d'experts, donc la Société d'imagerie musculo-squelettique et de radiologie, ont préconisé d'éviter en première intention de réaliser ces infiltrations et que si on devait les réaliser, d'utiliser ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la dexaméthasone, qui est un corticoïde non particulière, qui ne présente pas de risque. Les infiltrations articulaires postérieures, l'indication c'est l'arthropathie zygapophysaire ou le kyste arthro-synovial, avec deux intérêts, un intérêt diagnostique et thérapeutique, avec une bonne efficacité et surtout le fameux test infiltratif, bonne efficacité diagnostique avec un bon niveau de preuve. Les infiltrations des sacroiliaques, donc la principale indication c'est la sacroïlite inflammatoire dans les spondylarthropathies. On se met au niveau du récessus inférieur et on injecte du produit de contraste avec une bonne valeur diagnostique. Dans le cadre de la névralgie d'Arnold, deux buts, diagnostic et thérapeutique, parce qu'on a vu tout à l'heure que le moyen d'imagerie n'arrive pas à trouver les facteurs causaux de cette arnoldalgie. Ici illustré une voie parasagittale qui présente l'avantage d'être à distance des vaisseaux, et notamment de l'artère vertébrale. En conclusion, les infiltrations rachidiennes sont une alternative de choix dans la prise en charge des rachialgies et des radiculalgies résistantes aux traitements médicamenteux bien conduits. Leur objectif, c'est franchir un cap douloureux et souvent de retarder, voire de surseoir à la chirurgie. L'information du patient est essentielle, avec une consultation préalable à l'infiltration, pour lui indiquer le déroulement de l'infiltration, l'efficacité attendue et les rares, voire exceptionnelles complications graves potentielles. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous, je suis le Dr Frison Roche. Donc, on va continuer et terminer cette présentation. En effet, si on a mal, si on a bobo, on pense à l'orbo. Et nous, on va faire un truc un peu différent, c'est on va voir ce qu'on fait quand on a mal au dos. Alors, la cimentoplastie, en fait, qu'est-ce que c'est ? On va le définir pendant ce topo, vous le savez sans doute déjà, mais on va surtout essayer de se donner un grand cadre, c'est de connaître les grands principes et les grandes indications.
parce qu'en fait, il n'y a pas que nous, les patients, il faut aussi les informer en amont quand ils ont mal au dos, pour qu'ils nous arrivent en consultation, ou qu'on décide avec eux qu'on le fasse. Alors quand on parle de vertébroplastie, en fait, on pense tout de suite à l'ostéoporose, et ça représente l'immense majorité des patients à qui on peut proposer cette thérapeutique. Alors l'ostéoporose, on ne va pas faire un grand laïus dessus, mais c'est un problème de santé publique majeur. Surtout, alors moi je ne suis pas de la région, mais c'est vrai que la population elle est quand même assez vieillissante, notamment dans la région. On le comprend, hein, ils viennent profiter un peu du beau temps et de la jolie mer. Et on sait que la majorité des fractures sont sous-diagnostiquées et donc sous-traitées. Alors en plus, la vertébroplastie, elle ne jouissait pas d'une bonne presse pendant longtemps, et c'est encore le cas d'ailleurs. Il y a une très grande étude en plus qui était parue dans un grand journal, le New England, qui avait dit que la vertébroplastie, elle n'apportait pas de bénéfices. Sauf que quand on lisait un peu plus l'étude, en fait, les critères d'inclusion étaient vraiment c'était un petit peu n'importe quoi. Et donc en fait, ce qu'elle montrait cette étude, c'était simplement que la vertébroplastie, son efficacité, elle est équivalente au placebo dans les non-indications. Donc en gros, ça ne montre pas grand-chose. Et Dieu merci, un an après, il y a le Lancet qui a montré autre chose, qui a publié une étude qui démontre autre chose, c'est que quand même, quand on mesure bien les bonnes indications des fractures vertébrales ostéoporotiques aiguës, eh ben, la vertébroplastie, elle est supérieure au traitement conservateur. Alors, l'ostéoporose, quand on a une fracture ostéoporotique, c'est bien joli, mais il faut savoir quand est-ce qu'on veut qu'on veut traiter le patient. Il n'y a pas de marqueur fiable pour se dire que la fracture, elle va consolider, qu'elle va consolider vite ou évoluer défavorablement. Et il n'y a pas de consensus sur le délai pour réaliser une cimentoplastie. On entend tout et son contraire. On entend dire que il faut le faire très vite, il faut attendre au moins 4 semaines, 6 semaines. Moi, je trouve que c'est pas normal de nos jours d'avoir des patients qui se grabatarisent, qui ont mal comme ça. Donc en fait, il n'y a pas de bon délai. C'est quand le patient il a mal, il y a des bonnes indications, il y a des critères de sélection des patients, on va les voir, mais ça ne doit pas être un critère de temps. Alors la sélection des patients, bien sûr, elle se fait sur l'examen clinique, ça c'est primordial, bien sûr. C'est un patient qui vient avec une plainte, il a mal au dos. Souvent dans le contexte ostéoporotique, il n'y a pas de contexte traumatique majeur. Hein. Ça peut parfois être un effort de toux, un éternuement, un faux mouvement. Et bien sûr, il y a une corrélation, parce que les critères d'inclusion sont très importants, entre la clinique et l'imagerie. Et donc l'objectif du bilan d'imagerie, ça va être de confirmer le caractère récent et évolutif de la fracture, et préciser aussi le nombre de niveaux, le nombre de vertèbres qui sont concernées. Et éventuellement, un troisième point que je n'ai pas noté ici, mais qui va être de voir, pour le pronostic pour le futur, déjà de prévenir le patient qu'il va sans doute continuer à avoir mal au dos. Ça va être lié à d'autres causes qu'on va pouvoir traiter par la suite. Alors le bilan d'imagerie souvent qui est prescrit, c'est normal, hein, ça vient d'être dit dans le cadre des lombalgies. Une fois qu'on attend X nombre de semaines, il doit avoir des radios. Pour des raisons de disponibilité, en fait, les patients ils arrivent souvent avec des radios et parfois un scanner. Alors ça nous donne quand même des informations très importantes, hein, morphologiques, et ça peut montrer aussi parfois, ça montre la fracture, et ça peut montrer aussi certains critères qui nous sont très intéressants, ce qu'on appelle le cleft ou le gaz intervertébral en cas d'ostéonécrose. Voilà, tout un tas de petites choses qui vont nous dire que la vertébroplastie va être efficace sur cette fracture vertébrale, qu'elle soit récente ou ancienne. L'IRM, c'est vraiment l'examen princeps quand on se pose la question de savoir ce qu'on va faire d'une fracture vertébrale. C'est vraiment l'examen de référence. Il doit être fait de toute façon dans toutes les fractures vertébrales pour s'assurer déjà qu'il n'y ait pas une lésion sous-jacente. Et puis ensuite aussi pour se dire, pour évaluer un petit peu l'ancienneté et l'évolutivité de cette fracture. Donc elle va nous permettre de voir si jamais il y a un œdème intraspongieux dans les vertèbres fracturées. Ça pour nous c'est très intéressant parce que c'est un critère vraiment pronostic majeur en fait, où on se dit que la vertébroplastie aura une efficacité si on la fait. Et elle donne aussi des informations fonctionnelles. Et à ce compte-là, on pourrait même rajouter un troisième examen qui est parfois un petit peu difficile à faire parce que le patient, quand vous l'avez en consultation, il s'est déjà déplacé une fois pour faire des radios. Souvent, il a eu un scanner. Vous le voyez en consultation, vous lui dites qu'il va devoir se redéplacer pour faire l'IRM. Vous lui dites, si jamais vous définissez la cimentoplastie, qu'il va falloir voir l'anesthésiste. Donc, il a déjà fait 6 trajets en dehors de chez lui alors qu'il a mal au dos. Mais on pourrait quand même rajouter, si on arrive à grouper tous ces examens, lui faire une radiographie EOS parce que ça va donner aussi
des informations structurelles sur est-ce qu'il a un déséquilibre sagittal antérieur ou pas de sa colonne, et une répartition de la charge sur ces vertèbres qui vont pouvoir aussi prédire un petit peu la suite des choses quand on va revoir le patient dans le suivi. Donc l'IRM, c'est l'examen clé, on l'a vu. On voit les fractures sur le scanner, mais l'IRM va nous dire s'il y a de l'œdème, si on voit encore les traits de fracture, quel est l'état de la colonne au-dessus, en dessous, s'il y a d'autres fractures, parce que souvent on peut n'en voir qu'une à la radio, mais en fait il y en a 3 qui sont cassées sur l'IRM. Ça nous montre donc l'œdème et le caractère non consolidé de la fracture. Voilà, et là vous voyez la différence. J'insiste sur les critères d'inclusion, c'est-à-dire que quand vous voyez une fracture, toutes les fractures, il ne faut pas se jeter dessus. Hein. Déjà, il faut qu'elles fassent mal, et une fois qu'elles font mal, vous pouvez vous dire que si jamais il n'y a pas d'œdème dans la vertèbre, nous, en injectant du ciment dans la vertèbre, on ne va pas avoir une efficacité qui va être très importante. Voilà. Donc vraiment, c'est un examen primordial. Alors comment on réalise ce genre de geste? Maintenant qu'on a vu un peu les indications et comment sélectionner, comment screener nos patients, et comment on les réalise, ça c'est très important parce qu'en fait les patients quand ils viennent nous voir, la première chose quand on leur parle de ça, ils nous disent « Ah non, je ne veux pas être opéré ». Alors ça tombe bien parce que ce n'est pas une opération, ils n'auront pas de cicatrices, on n'ouvre pas, c'est sous sédation pour l'immense majorité des patients. C'est-à-dire que même quand on fait 1, 2, 3, voire 4 vertèbres, on arrive à avoir des protocoles de sédation sans passer par une anesthésie générale. Donc les suites sont beaucoup plus simples, c'est des patients qu'on verticalise 2 heures après en fait. Et le guidage, eh ben, ça peut se faire sous différentes modalités. Pour la plupart des cas, quand c'est des fractures vertébrales, on utilise la fluoroscopie, hein, les guidages radiologiques standards. Quand c'est des choses un peu différentes, soit qu'on est sur le rachis cervical ou qu'on est sur le sacrum ou le bassin, on aime bien faire ça sous scanner, c'est plus confortable pour nous. Les techniques, eh ben, en fait, voilà à quoi ressemble une vertèbre. Je ne sais pas si oui, on a le laser. C'est ça. Le point rouge en bas. Ah oui, voilà. Okay. Donc ça, c'est une vertèbre comme si on vous avait coupé en tranches maxiale et en sagittale. Et là, c'est ce qu'on voit, nous, quand le patient est installé sur le ventre, sur la table d'examen, en fait. On a un petit repère, en fait, la vertèbre, quand on arrive à la centrer sur notre image de scopie, on a les deux yeux de la vertèbre, ici, là, qui sont plus ou moins visibles en fonction des patients, de leur épaisseur, de leur scoliose ou de leur fracture vertébrale, mais globalement, on arrive à bien les voir. Et donc, on aborde souvent, on a des repères, quand on est donc dans un plan axial, on pique à peu près 2 cm en dehors de cet œil qui correspond au pédicule de la vertèbre. Le contact osseux, le premier contact osseux qu'on doit avoir avec notre aiguille, c'est le bord externe du pédicule, c'est cette petite partie-là. En plus, c'est bien parce qu'avec la transverse, on arrive à se caler dans un petit espace qui fait qu'on sait qu'on a de l'os tout autour de nous, donc on est vraiment dans un espace de sécurité. On progresse tant qu'on est de face comme ça à travers ce petit œil, sans franchir cette ligne ici qui correspond à la corticale interne, qui nous délimite en fait le canal dans lequel il y a soit le sac dural, soit la moelle. Tant qu'on est dans cet œil de bœuf, on sait qu'on est en sécurité, on peut avancer tranquillement. Une fois qu'on atteint cette corticale interne, donc ce bord interne de l'œil de la vertèbre, on passe de profil, et normalement, si on a bien travaillé, on doit être au mur postérieur. Si on est trop derrière, c'est qu'on n'est pas bien placé, donc on recule et on recommence, on se remet de face, on recommence. Si on est trop loin, soit on recule un peu et on recommence, mais sinon, généralement, c'est qu'on est bien. On arrive à cet endroit-là, et donc maintenant, on ne travaille plus que de profil avec l'arthroscopie ou avec la table d'interventionnel. Et on avance jusqu'au tiers antérieur de la vertèbre, qui est la portion vraiment qui concentre la plus grande partie des forces lorsque la colonne est en charge. Et c'est cette portion qui est très importante à cimenter aussi. Voilà, on s'en fiche en fait de remplir les 2 tiers postérieurs. Vraiment, le ciment, si on pouvait le mettre qu'à un seul endroit, ce serait vraiment dans le tiers antérieur. Quand on se remet de face pour vérifier que notre aiguille n'est pas complètement sur le côté ou complètement de l'autre côté, le critère de qualité qu'on doit avoir, c'est qu'on doit être sur la ligne médiane de l'épineuse ou alors l'avoir un tout petit peu franchi. Et voilà ce que ça donne quand on est sur un cliché de scanner, si jamais on fait ce geste sous scanner. Ça, c'était pour les vertèbres lombaires. Pour les vertèbres thoraciques, c'est un tout petit peu différent, mais nos repères restent les mêmes. Juste, on part d'un petit peu plus haut parce que souvent les pédicules sont un peu descendants et notre point d'entrée à la peau est un petit peu plus latéral parce qu'on cherche à avoir toujours ce petit espace de sécurité. On est bloqué entre 2 os et ça correspond à l'espace costo-vertébral.
et donc on est juste un tout petit peu plus latéral, mais les principes restent les mêmes. Et pour le sacrum, le sacrum c'est à peu près pareil. Alors comme c'est pas un truc où on peut avoir des repères anatomiques bien bornés, parce qu'on sait que le canal est bien limité par les repères que je vous ai dit précédemment. Là, il y a plein de foramen, il y a plein de petites racines S1, S2, S3. Voilà, donc il y a l'articulation sacroiliaque, tout ça est en projection. Donc en scopie, ça se fait, hein, mais c'est pas la solution sur laquelle on est le plus à l'aise. Donc on aime bien faire ça sous scanner. On a une approche vraiment purement postérieure. Le patient est allongé sur le ventre. Alors moi j'aime bien leur mettre un coussin vraiment pour qu'ils aient, pardonnez-moi l'expression, mais vraiment les fesses en l'air. Comme ça ils ont les fesses en l'air et en fait ça nous permet d'avoir un trajet, on arrive à verticaliser un petit peu le sacrum et comme ça on a le plus de trajet au sein du sacrum. Et là c'est comme les vertèbres. L'important à cimenter, c'est la partie antéro-supérieure, vraiment le tiers antéro-supérieur du sacrum. C'est lui qui concentre toutes les zones portantes et toutes les contraintes mécaniques quand le patient est en charge. Le reste, à la limite, même derrière, bon, on le fait parce qu'il y a la fracture en hache et c'est notre trajet de l'aiguille, donc sur le retrait, on le fait. Hein. Ça ne mange pas de pain, ça ne fait pas de mal. Mais vraiment, c'est sur la partie antéro-supérieure que c'est le plus important de mettre du ciment. Et le ciment, en plus, il a une double action. Donc, en fait, ce qui fait mal dans une fracture, c'est vraiment le foyer de fracture qui bouge. Hein. Si vous essayez de marcher avec une jambe cassée, vous allez voir que ça vous fait très très mal tout de suite. Et le ciment, en fait, il va vraiment consolider ce foyer de fracture. Donc, il va déjà immobiliser la fracture. Hein. Donc, ça, c'est une première action. Et en plus, il a une action toxique, c'est-à-dire qu'il va détruire un petit peu les fibres nerveuses. Et donc, il va avoir aussi une action antalgique grâce à ça. Il y avait un troisième principe aussi dont on parlait un peu auparavant, c'était son action thermique. Mais on en est revenu et on en parle beaucoup moins maintenant. Alors il y a des complications, hein, donc comme pour tout, hein, comme pour une infiltration, on voit les patients en consultation. Ces complications, Dieu merci, elles sont rares. Et les rares complications qu'on peut avoir, elles sont l'immense majorité des cas, elles sont bénignes. Donc les complications, les principales, en fait, bon, c'est les mêmes à chaque fois qu'on met une aiguille quelque part. Hein. Il y a un risque d'hématome, il y a un risque d'infection, c'est pour ça qu'on fait ça au bloc opératoire. Enfin, voilà. Maintenant, la pratique propre au rachis, elle nous dit qu'il peut y avoir une fuite de ciment déjà, parce qu'on en injecte quelque chose. Alors le plus souvent, c'est dans des petites veines paravertébrales, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Ça, c'est pas grave. De toute façon, c'est une injection qui se fait en dynamique, hein, sous contrôle de la radio. Donc, quand on voit ça, généralement, on s'arrête. On attend que le ciment durcisse un petit peu, puis on reprend l'injection, on repositionne l'aiguille. Dans l'immense majorité des cas, de toute façon, ça donne rien. Mais il y a un risque quand même théorique que si jamais on pousse du ciment, le truc, il suit le réseau veineux, hein, puis ça se finit dans le poumon. Voilà. Bon, ça, Dieu merci, ça arrive jamais. Enfin, très rarement. Moi, j'en ai jamais vu dans le poumon. Et puis encore moins avec les nouveaux ciments maintenant qui sont vraiment de très haute viscosité où vraiment il faudrait pousser très très fort et très très longtemps pour que ça finisse dans le poumon. Mais c'est un risque théorique qui existe. Celle qu'on n'aime pas trop, c'est la fuite épidurale, notamment à ce endroit-là, hein, parce qu'il y a un risque, on le comprend, de compression médulaire ou de compression radiculaire. Pareil, hein, on arrive à s'en prémunir, on injecte le ciment en position vraiment de façon à avoir vraiment notre mur postérieur de sécurité. Et donc, tant qu'on injecte le ciment et qu'on ne voit pas qu'il franchit ce mur, on sait qu'au niveau canal, on est tranquille. Et les complications qui sont un petit peu plus fréquentes, c'est les fuites discales, notamment chez les patients ostéoporotiques qui ont des fractures très très anciennes. Il y a souvent un aspect un peu poreux du plateau vertébral. Le trait de fracture passe par le plateau vertébral. Et donc, le ciment, quand on cimente le trait de fracture, il y a souvent un peu de ciment qui peut fuiter dans le disque. Alors, c'est vrai qu'on n'aime pas bien ça, parce que c'est jamais joli de rendre un cliché comme ça déjà. Mais en fait, en réalité, ça n'a pas vraiment de conséquences. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça peut majorer en effet les fractures de la vertèbre au-dessus ou de la vertèbre en dessous, en fonction. Mais en fait, on se rend compte que pas tellement. Voilà. Et on se rend compte que les patients qu'on a cimentés et qui font des nouvelles fractures par la suite, parce que ça c'est très fréquent, en fait, ces nouvelles fractures, elles sont liées simplement à l'ostéoporose. Voilà. Ça modifie faiblement la pression intradiscale et cette dernière reste inférieure de toute façon aux conditions d'avant-fracture. Donc en fait, ça ne modifie pas vraiment la mécanique du disque. Voilà. Et donc,
aussi, on le sait, ces patients, ils ont une ostéoporose et on sait tous que la plupart des patients, même si on leur fait une cimentoplastie, ils vont présenter d'autres fractures. Ce n'est pas lié au fait qu'on ait fait une cimentoplastie, c'est l'évolution naturelle de leur ostéoporose et de leur fragilité osseuse. Alors, pour résumer, la vertébroplastie, dans les fractures ostéoporotiques, elle a prouvé sa supériorité par rapport au traitement conservateur. Dans la prise en charge des fractures vertébrales ostéoporotiques aiguës, mais pas seulement aiguës, là je me suis un peu limité par les contraintes de temps. On n'a pas parlé non plus des autres techniques qui sont le spine jack ou d'autres choses comme ça, mais qui sont plus ciblées, on va dire. La sélection précise des patients, vraiment, ça j'insiste, à la fois sur la douleur, il faut que les patients soient invalidés, et puis après sur les critères morphologiques, et puis sur les critères aussi d'imagerie, ça nous permet de sélectionner les patients sur lesquels on va avoir une efficacité, sinon ça ne sert à rien de faire le geste. Et puis, très important, derrière, le plus souvent, toujours on leur propose, on leur dit qu'il faut faire un bilan d'ostéoporose parce que derrière, ils passent déjà dans la prévention secondaire, ces patients-là, parce qu'ils ont fait déjà une fracture ostéoporotique. Et donc, il y aura très probablement des adaptations du traitement à faire par la suite. Donc, quand j'ai mal au dos, j'ai pas la rime, mais au moins, avec la première rime, ça vous aura marqué et vous vous en souviendrez, je l'espère. Du coup, je vais reprendre sur la rime. Je vous ai rajouté un petit bonus, c'était pas prévu initialement, mais c'était pour vous présenter une nouvelle technique qu'on est en train de développer, qui est assez récente, qui correspond bien au topo, parce que c'est sur les douleurs articulaires du genou chez les patients à qui on peut rien proposer, plus rien proposer. On a fait les 3 premiers patients il y a 3 semaines. C'est une technique qui est récente parce que sur le genou, la première, je crois que c'est en France, c'était en 2021. C'est la radiofréquence pulsée des nerfs géniculés. Donc le principe, on fait ça en partenariat avec les orthopédistes avec qui on travaille. Chez les patients qui ont déjà été opérés plusieurs fois avec des reprises de prothèses totales de genoux, ou alors chez les patients qui sont inopérables avec des arthroses sévères, chez qui les infiltrations fonctionnent mais durent très peu de temps, ou alors chez qui la viscosupplémentation ne fonctionne plus. En fait, l'idée, c'est d'aller positionner des électrodes de radiofréquence au bloc au niveau des nerfs géniculés qui sont nociceptifs et sensitifs, et de les brûler. Donc techniquement, le genou aura toujours mal, mais sauf qu'on aura coupé l'information. Et donc ces patients-là, ça a montré que, pour l'instant les premières études sont récentes, mais ça a montré qu'il y a une efficacité d'à peu près 70% à 12-18 mois. Donc c'est des patients qui gagnent quand même du temps dans leur prise en charge. Sachant qu'ils ont tout essayé, donc c'est chez des patients qui sont en impasse, à qui le chirurgien dit écoutez, je suis désolé, je peux rien faire. Et donc ça, c'est très difficile pour un médecin de dire ça, vous le savez. Et donc on peut leur proposer ça comme dernière alternative. Donc là, on essaye ça, on a déjà fait 3 patients, on en a 3 autres à programmer. Et pour l'instant, c'est vrai que les premiers résultats qu'on a sont plutôt pas mal. Alors cette technique, ça se fait dans d'autres sites. Ça se fait aussi dans le dos, donc notamment les syndromes facétaires. Donc c'est pareil chez les patients qui ont des syndromes facétaires traités par infiltration, mais chez qui ça revient au bout de 2 semaines. Ils nous disent pendant 1 semaine j'étais super bien, et puis là ça revient. Et on ne va pas leur faire une injection de corticoïdes toutes les 2 semaines. Donc ça, on peut leur proposer ça. Alors ça se fait aussi, ça se fait dans le sacrum, en fait, on peut l'essayer partout. Nous, on a décidé vraiment d'essayer de se concentrer sur le genou parce que voilà, peut-être qu'on fera une étude dessus avec les orthopédistes. On peut aussi, on a envie de s'y mettre sur le syndrome facétaire. Après, tout ce qui est cervical, épaule, etc. On verra après, une fois qu'on aura le retour de ça. Voilà, et en conclusion, je voulais juste dire un point important que j'avais oublié de dire dans mon topo au début sur l'embolisation. Dans toutes les techniques de radiologie interventionnelle qu'on vous a montrées, en fait,
Ce qui est important à retenir, c'est que c'est micro-invasif, donc c'est pas délabrant, qu'on respecte les organes, qu'il n'y a pas de cicatrices, que les suites sont simples, et que souvent les suites, à part certaines exceptions, souvent les suites sont non douloureuses. Après une chirurgie, il y a quand même souvent des suites douloureuses. Sur une embolisation d'hémorroïdes, les patients sont calmés et ont pas mal quasiment dans les 24-48 heures. Le varicocèle, pareil. Une chirurgie hémorroïdaire, c'est pas la même chose. Sur la prostate, c'est pareil, c'est très peu douloureux sur l'embolisation. Sur les cimentoplasties, comme l'a dit Adrien, on les lève à 2 heures. Voilà, sur les infiltrations, pareil, c'est des traitements qui finalement ont des suites très simples et sont très très bien supportés avec des cibles de patients qui sont souvent soit en impasse, soit qui sont très âgés et contre-indiqués. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.